Voilà, rebonjour à tous. C'est en général... Ah bah les présidents sont déjà en train de monter, mais allez-y. Vous êtes tellement impatients de dialoguer, prenez place. Je vous disais que c'était en général l'heure toujours un peu terrible dans un colloque. Vous vous êtes levé tôt pour être arrivé ce matin à Marseille, vous sortez de déjeuner et parfois, je dis bien parfois, c'est à ce moment-là qu'une certaine, comment dire, léthargie vous gagne tranquillement. Bon, eh bien j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, vous n'allez pas bien dormir, en tout cas, j'en ai l'impression, parce que nous allons tout de suite entamer un des moments forts de ce congrès, moment d'échange que les organisateurs ont voulu. Le monde des HLM, c'est un peu une grande famille et dans les familles, de temps en temps, on a besoin de se dire les choses. Alors quand je dis on a besoin de se dire les choses, ça veut dire qu'on a besoin de se les dire, puis on a besoin aussi de se les écouter. Bien entendu, vous avez le droit de réagir, vous avez le droit d'applaudir si vous êtes content, vous avez le droit de manifester si vous êtes en opposition. Cependant, n'empêchez pas, s'il vous plaît, les intervenants de s'exprimer. C'est une question de courtoisie, d'éducation, et puis ça ne rime à rien, puisque on veut, et les gens qui sont sur cette scène comme vous, veulent que les choses avancent. Alors, les gens qui sont sur cette scène, vous les connaissez. Je vais vous les représenter rapidement, les 5 présidents de vos fédérations. Marie-Noëlle Lindemann, présidente de la Fédération des COP HLM. Valérie Fournier, présidente de la Fédération des Offices publics de l'habitat. Ah voilà, eh ben voilà. Alain Cacheux, président de la Fédération d'Offices publics de l'habitat. Denis Rambaud, président de la Fédération nationale des associations régions d'organismes HLM. Yannick Borde, président de Procivis, UESAP, et puis le président Dumont, président de l'USH, que là, je ne vous présente pas. Alors, ils sont là pour répondre à vos questions. Alors, ces questions sont évidemment libres. Merci de faire en sorte qu'elles ne soient pas trop longues, bref, que ce soit quand même plutôt des questions que des commentaires sur ce que vous pensez de la façon dont sont gérés les HLM, mais enfin je dis ça. Bon. Et puis je demanderai également à nos présidents de nous faire des réponses et pas des discours de politique générale, si c'est possible, tout cela pour que nous puissions prendre un maximum de questions d'ici 15h45. Pour des raisons que vous comprenez bien et des raisons d'organisation, il y a des gens que l'on a sollicités de manière un peu prioritaire pour venir poser ces questions, parce qu'on est une salle où il y a 2500 places, donc responsables du monde syndical, représentants des locataires, associations d'élus qui sont membres du conseil social de l'USH. Ils vont venir poser des questions aux 2 postes micros qui sont situés à gauche et à droite de la salle, mais tout le monde peut s'exprimer. Si vous le souhaitez, vous pouvez effectivement poser des questions par SMS. Alors, le numéro s'affiche derrière moi, 07 75 91 19 71. Vos questions, elles arrivent sur cette tablette et je me ferai évidemment votre relais sur cette scène. Allez, j'ai trop parlé, on va tout de suite passer au premier intervenant. Où est-il ? Il s'exprime là, on vous écoute. Monsieur, si vous voulez bien vous présenter avant de poser votre question, ce serait remarquable. Oui, bonjour à tous. Donc Jean-Michel Fabre, président d'Habitat Social en Occitanie et vice-président du conseil départemental de la Haute-Garonne. Ma question portera sur le décrochage croissant que nous vivons entre les débats des politiques nationales et les situations locales que nous devons gérer. J'ai eu l'occasion de dire que, vu d'Occitanie, la réforme en cours du logement apparaissait parfois comme une réforme faite par des Parisiens pour des Franciliens. Une réforme qui part non pas des besoins et des réalités spécifiques de chaque territoire, mais de la seule volonté de réduire les dépenses partout. La région Occitanie, c'est aujourd'hui 50 000 habitants de plus chaque année, 2 métropoles, mais aussi 2 des départements les moins peuplés de France. C'est une région qui avait su passer en 10 ans, avant l'arrivée de la RLS, de 4 500 logements sociaux par an en 2007 à plus de 9 000 en 2017. Aujourd'hui, de nombreuses politiques locales innovantes sont suspendues et les collectivités s'inquiètent de ne pas être entendues depuis Paris. Quelques exemples. Alors que la région a décidé avec d'autres collectivités d'investir massivement dans la rénovation thermique pour devenir la première région à énergie positive, force est de constater que de nombreux bailleurs
confrontés au choc de la RLS, sont désormais contraints, malgré ces aides locales très importantes, d'étaler les plans de réhabilitation. Alors que des conseils départementaux font le choix de lutter contre la fracture territoriale en accompagnant partout le logement social en locatif comme en accession, les mesures prises sur l'APL accession ou le PTZ en zone dite détendue creusent l'inégalité d'accès au logement selon les territoires. Sur ces mêmes territoires, d'ores et déjà, certains maires se plaignent de ne plus trouver de bailleurs car les équilibres d'opération deviennent impossibles à trouver. Alors que notre territoire innove sur l'accession sociale, en étant parmi les premiers sur le PSLA comme sur des dispositifs d'habitat participatif, les réformes en cours menacent un dispositif innovant, la SCI APP, qui a permis d'accompagner les plus modestes dans l'accession. Il y a un an, nous avions écrit « Collectivités locales et bailleurs sociaux réunis d'Occitanie » au président de la République pour l'alerter. Nous avons réitéré cette intervention lors de la conférence de consensus. Des collectivités et des associations ne comprennent pas certains débats. Par exemple, le débat perçu comme surréaliste sur les 10% ou 20% de logements adaptés, quand sur leur territoire, la question du besoin en logement adapté pour les seniors et les personnes en situation de handicap qui prime. Là où le débat porte sur comment en faire moins, nos territoires ruraux comme urbains se demandent comment en financer plus. Alors je dois vous faire un aveu. Concernant un des effets positifs des réformes en cours, celles-ci ont permis localement de renforcer les débats, mais aussi les actions communes entre collectivités et bailleurs, tant il est vrai que ce qui nous guide tous, ce sont bien les projets des territoires. Mais aujourd'hui, ma question est simple. Face à l'urgence sociale, face aux fractures territoriales, face au changement climatique, pensez-vous que ce qui a été compris par les acteurs de la COP21 pourrait être compris par nos responsables nationaux? La lutte contre le changement climatique passe aujourd'hui d'abord par l'engagement des citoyens et des collectivités locales. La lutte pour un logement d'abord, la défense de l'innovation locale, la transformation du modèle de logement, ne devrait-elle pas aussi passer d'abord par les territoires? Et notre organisation professionnelle ne devrait-elle pas, pour elle-même et dans ses débats avec l'État, faire encore plus confiance aux territoires? Bref, comment notre mouvement peut renforcer encore sa capacité à penser global, mais à permettre à chaque territoire d'agir localement? Je vous remercie. Merci à vous pour cette question. Qui est-ce qui veut répondre? Denis Rambaud. Donc on l'a bien compris. Est-ce que finalement, on a bien compris la question, est-ce que, à votre avis, la politique du logement aujourd'hui est une politique de Parisiens faite pour l'Île-de-France qui oublie la totalité des territoires? D'abord, je suis pas parisien, je suis président de la FNAR et je suis ça s'entend, et je viens plutôt de la région du Grand Est. De Mulhouse. De Mulhouse, pour ne pas le citer. Je voudrais juste dire, le problème c'est que la politique du logement, on est au milieu du gué. Ça a été très centralisateur, ça c'est vrai. Il y a eu les délégations des aides à la pierre, il y a des territoires qui sont montés en puissance, et il y a aussi des territoires qui ne sont pas montés en puissance. On a affaire aujourd'hui à une réalité de prise en compte des politiques à l'habitat qui est très différente des territoires. Et la difficulté qu'on a tous, c'est que parfois on a des EPCI qui sont très acteurs, des fois on a des communes. Parlez bien dans le micro. On a des communes, on a des départements, on a des territoires très différents. Ce qu'il faut qu'on arrive à faire au niveau de l'organisation et à la FNAR et dans les AR, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est de dire il faut trouver le territoire pertinent qui est en capacité de répondre aux demandes locales, sachant que force est de constater que les modes de financement qui existent, c'est maintenant plus l'État central qui met plus beaucoup d'argent, parce qu'on ne sait même pas si au FNAP il va rester encore des sous. C'est les territoires qui ont capacité de mobiliser des moyens. J'ai visité hier avec les gens de la région ce qui s'est passé dans les quartiers nord. Mais s'il se passe quelque chose dans les quartiers nord à Marseille, c'est parce que les collectivités locales, avec les bailleurs, prennent en main la situation. Alors c'est comment on invente un nouveau modèle de contractualisation entre les bailleurs et les territoires, quelle que soit la taille du territoire pertinent. Il faut qu'on arrête de dire il y a un système, il y a les départements, les EPCI ou les régions. Il y a des réponses différentes selon le modèle du territoire. Mais vous comprenez quand même l'inquiétude qui est exprimée, là, inquiétude des territoires qui se disent finalement, on est une fois de plus oublié par Paris. C'est pas oublié par Paris, c'est le national a décidé qu'il y avait une politique nationale, qu'elle devait s'appliquer partout. Et les différences ne sont plus prises en compte. Et l'initiative, là où il y a des possibilités d'initiative, de mobilisation des énergies comme de l'argent et des moyens, c'est sur les territoires, parce que les organismes, qu'ils soient regroupés ou pas regroupés, c'est sur les territoires qu'on construit. Marie-Noëlle Lienemann. D'abord, je voudrais dire qu'il n'y a pas Alors, que la... parlez bien, les territoires. Parlez bien dans le micro, voilà. Vous Il n'y a pas que les territoires non Île-de-France qui ont vécu difficilement la réforme et la mise en œuvre de la RLS. Tous les organismes de banlieue en Île-de-France, et même ceux de la ville de Paris, sont percutés par ces décisions. Donc la thèse, c'est Paris et c'est pas... les régions, on sait... Et à Paris, on ne sait pas. Je m'excuse, il y a des régions qui financent que dalle en logement social.
Donc il faut faire attention à cette thématique-là. Ce qui me paraît important, c'est l'égalité républicaine. Pour garantir l'égalité républicaine, il faut que l'action soit adaptée aux besoins locaux, aux difficultés locales et à la manière dont les acteurs peuvent se mobiliser pour l'atteindre. Et de ce point de vue, justement, je ne suis pas d'accord avec des mesures qui, pour le prêt à taux zéro, considèrent que le prêt à taux zéro doit être réservé, à terme, seulement aux territoires dits tendus. Le prêt à taux zéro, il est indispensable partout. Alors qu'après, on réfléchisse aux quotités, aux taux, aux machins, en fonction de la réalité du marché local et des territoires, très bien. Mais de l'accession sociale à la propriété, il y en a besoin partout. Donc, faisons attention à cette opposition des territoires, parce qu'elle est facile après. Ça va être de dire que chaque territoire se débrouille, puisqu'ils savent mieux. Sauf qu'il y a des inégalités de richesse entre les territoires. Il y a des inégalités de motivation. Donc, il faut être très attentif à ne pas tomber dans le piège de s'opposer. Notre axe, c'est l'égalité du droit au logement partout, avec des réponses diversifiées selon les territoires, et donc des outils qui ne peuvent pas être absents sur certains territoires et autres. Moi, je lance une alerte, et là-dessus, je suis totalement d'accord avec Jean-Michel, sur les territoires qu'on appelle aujourd'hui des territoires dits oubliés de la République, c'est-à-dire ces zones périurbaines lointaines, ou ces zones rurales ou les centres-bourgs, dans lesquelles la présence des services publics tend à disparaître, dans lesquelles l'intervention de l'État est faible. C'est justement là que le prêt à taux zéro devrait disparaître en fin 2019. Vous savez que si c'est là que ça se passe, dès cette année, on va avoir l'arrêt des opérations d'accession sociale à la propriété. Et ces habitants qui se sentent oubliés de la République vont aujourd'hui avoir le sentiment que leur promotion, leur rêve individuel, la manière de construire leur parcours résidentiel va ne plus être possible dans ces territoires qui se sentent déjà oubliés. Donc, à la fois... Applaudissements pour Marie-Noëlle Lienemann. Je plaide pour la République voilà. qui garantit l'égalité, mais je plaide aussi pour qu'on n'oublie personne dans la République. Ça, c'est un truc que j'ai appris l'année dernière. Pour vous arrêter, il faut vous faire applaudir. Allez... Autre question. C'est une plaisanterie. Ah oui, c'est une plaisanterie. Oui, il faut vous avez plein de bienveillance, soyez-en sûrs. Il faut effectivement considérer que c'est une plaisanterie, parce que quand même Marie-Noëlle Lienemann est assez redoutable. Jean-Pierre Bouquet, moi je suis le maire de Vitry-le-François et je préside, ou je co-préside plus précisément, le groupe logement de l'AMF. Et donc... je viens ici m'exprimer au nom de l'Association des maires de France pour d'abord vous exprimer notre proximité avec ce congrès, avec la parole que vous portez, avec les politiques que vous incarnez. Et si je dois intervenir quelque peu et vous interroger sur la loi Elan, comment résister alors que nous sommes actuellement dans la période d'examen de la loi de finances pour 2019, d'avoir un petit éclairage sur les aides au logement tel que cela est prévu dans le projet de loi de finances. La baisse de l'APL qui a été amorcée en 2018 se poursuit et nous avions l'an passé un grand débat sur la RLS qui a été mise en œuvre. On prévoit également une deuxième phase de RLS en 2020 et nous considérons à l'Association des maires de France que la réforme des aides au logement et des loyers déstabilise l'équilibre financier des bailleurs sociaux. Donc nous persistons dans cette analyse et je tiens ici à vous apporter de manière assez solennelle et officielle notre soutien dans le combat que vous menez par rapport à ces questions qui sont essentielles. Alors je n'ajouterai pas le risque et je n'agiterai pas le risque de la garantie pour les collectivités locales. Ça peut se produire. Nous ne sommes pas là en train de faire des procès d'intention, mais nous alertons effectivement fortement et vigoureusement les pouvoirs publics sur cette question parce que nous pensons que nous faisons fausse route. D'ailleurs, il suffit de regarder les statistiques, on voit bien que les mises en construction fléchissent maintenant régulièrement, puisque si l'an passé on était sur un élan, aujourd'hui on est sur un recul. Bon, c'est un constat et les choses peuvent encore se dégrader naturellement avec la mise en œuvre de ces mesures. Alors venons-en à la loi Elan. C'est d'ailleurs un Elan, c'est un beau nom,
ça donne de l'enthousiasme, ça a même de l'allure. On a dit, voilà, la loi Elan. Et c'est formidable d'ailleurs comme le législateur a une propension à donner des lois, des noms évocateurs à des lois, certainement pour frapper l'opinion. Mais dans le cas d'espèce, et s'agissant d'une loi qui, excusez-moi de le dire, est quand même assez bavarde, embrasse beaucoup de choses, je me demande en quoi et comment elle est utile pour le mouvement HLM de France. Alors nous avons parfaitement observé que dans le texte de loi qui va venir au Sénat prochainement, puisqu'il y a eu un accord en commission mixte paritaire, mais également beaucoup d'amendements qui ont été votés, donc nous verrons au final ce qu'il en ressort. Nous avons effectivement noté un point saillant, qui est le seuil des 12 000 logements pour organiser un système de rapprochement entre les organismes bailleurs et donc la fusion pour les moins de 12 000. C'est sur ce point particulièrement que nous souhaiterions à connaître l'analyse précise du mouvement HLM. Alors, on a bien vu qu'il y a deux mesures, soit par fusion-absorption, ben là c'est un cas classique, et puis par la mise en œuvre d'une société de coordination dont nous avons pu regarder le texte, mais sans voir la définition, ni en comprendre les tenants et aboutissants, sauf à considérer qu'il s'agit d'une structure plaquée sur l'existant et que finalement, elle va, au lieu d'amener des économies, elle va contribuer à provoquer des frais de gestion. Bon, voilà, donc dans la loi Elan, tout n'est pas, j'en conclus, tout n'est pas naturellement rejeté. Il y a des dispositions notamment pour les jeunes, des contrats qui sont intéressantes, mais quelles sont les conséquences de ces dispositions de fusion à 12 000 pour les territoires? Alors, merci de votre question quand même large, parce que, en gros, qu'est-ce que vous pensez de cette loi Elan? Qui est-ce qui veut s'y coller? Oh, je sens qu'Yannick borde. Je vais essayer de démarrer et m'y coller au démarrage. Peut-être deux sujets. Je vais revenir un petit peu sur la remarque précédente, la première question, parce qu'on va faire le lien entre les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, la volonté de proximité du territoire, elle est là. Et les présidents que nous sommes, on est pour la plupart issus de territoires non parisiens. Donc on est aussi porteurs de ce message-là. Et effectivement, avec la loi Elan est apparue cette notion de seuil dont on pourrait penser qu'elle va générer le risque de déconnecter certains centres de décision de la proximité des territoires. Donc, moi, je ne vais pas donner un avis général sur la loi Elan, mais sur cette particularité-là, je pense qu'il faut qu'on arrive à organiser là où ça doit évoluer, s'organiser, les structures. Il y a le volet juridique, effectivement, qui doit peut-être évoluer, mais ce qu'il faut essayer de préserver, c'est de préserver des centres de décision qui collent quand même au territoire. Parce que si demain, on a évoqué dans la première question cette espèce de centralisation ou cette politique qui naissait depuis Paris et qu'on avait du mal à irriguer sur le territoire et faire en sorte qu'elle s'applique ici ou là. Nous, le réseau, on part du principe qu'il y a pratiquement autant de marchés qu'il y a de départements, et même dans un territoire de proximité, quand vous parlez du logement social à la promotion immobilière privée, il y a des choses très différentes qui peuvent se passer. Et il faut appliquer dans l'évolution qu'on va essayer de mettre en place à travers ce seuil qui est fixé par la loi, il faut qu'on arrive à appliquer cet objectif de proximité. Je pense que c'est d'abord ça. Après, la forme juridique, nous, le réseau, on a pris une position très claire, c'est qu'on n'est absolument pas favorable au montage en société de coordination. Bon, donc, mais c'est une position du réseau. On considère qu'on ne va pas... si c'est pour faire un espèce de GIE commun, à mon avis, ce n'est pas l'esprit de la loi, et ce n'est pas avec ça qu'on arrivera à répondre à certains objectifs. Donc la SAC, elle donne, la société de coordination, dans les textes, des pouvoirs qui nous semblent, nous, assez peu transmissibles, parce que c'est l'actionnaire qui transmet à la SAC un certain nombre de ses pouvoirs, ce qui ne nous semble pas être judicieux. Et puis, il y avait quand même un objectif, c'était de départ, qui était de dire qu'il y a peut-être trop d'organismes. Là, on recrée à nouveau des structures. Est-ce que tout ça est bien cohérent? Ça ne nous paraît pas nécessairement être le cas. Donc, nous, l'organisation telle que le porte le réseau aujourd'hui, du monde HLM, c'est une organisation de moyens, c'est-à-dire l'organisation en soi, c'est une chose. Attention à la notion de big, beautiful, c'est pas sûr que ça marche. Il y a un sujet, monsieur le représentant des maires a parlé de la question des garanties qui aussi se pose de façon un petit peu différente quand on est dans des grands ensembles, parce qu'il y a la notion de grand risque qui est portée par l'établissement qui amène leur garantie, qui est mis en place par les banques aujourd'hui. Elles ne vous regardent pas pareil si vous êtes très grand que si vous êtes un peu différent. Voilà, il y a toutes ces questions-là qui doivent être quand même bien prises en compte et qui aujourd'hui méritent encore, à mon avis, d'être affinées, mais
je pense que notre porte de sortie, c'est surtout de garder des processus de décision le plus proche des territoires, de façon à ce qu'on colle à la réalité des marchés du logement et de l'immobilier. Alors, d'autres veulent réagir, sans doute, peut-être Valérie Fournier ou non ou, pendant que vous prenez le micro, parce que pendant que vous parlez, évidemment, on a des tonnes de messages hein, déjà, et beaucoup sur la loi Elan. Que pense l'USH des rabotages de la loi SRU introduits dans la loi Elan? La loi Elan n'a pas créé les conditions qui garantissent la pérennité du patrimoine social, bien commun de la nation, nous dit cette personne dans le public. Alors que la pauvreté s'accroît. Qu'est-ce qu'on a également comme question ou comme remarque? Pensez-vous que les structures HLM iront volontairement vers des nouveaux métiers ouverts par la loi Elan ou par défaut pour compenser une perte de chiffre d'affaires? Valérie Fournier, vous voulez dire un mot? Non, mais je voulais répondre effectivement. D'abord dire que je pense que c'est vrai qu'on a commencé par une réforme qui est la RLS qui pose globalement problème au secteur, que donc on aurait préféré avoir une réforme qui soit celle d'une évolution du secteur et ensuite peut-être parler des moyens financiers. Malgré tout, de mon point de vue, pour répondre, d'abord la loi Elan, elle a été issue d'un dialogue important. Et je crois qu'il faut aussi dire que les parlementaires, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, ont particulièrement été attentifs aux intérêts du monde HLM. Donc il y a beaucoup dans la loi Elan, le monde HLM a aussi obtenu beaucoup de ces revendications depuis de nombreuses années, notamment sur les évolutions, comme c'est marqué, d'objets sociaux pour les organismes. Et j'espère que le sujet n'est pas de compenser notre perte de chiffre d'affaires, mais bien d'être au service d'un certain nombre de territoires, comme l'a dit Marie-Noëlle. Deuxièmement, quand même, la loi Elan aujourd'hui, de mon point de vue, sur les 12 000 logements, elle n'impose pas la fusion des organismes. Elle donne une norme qui est un organisme peut rester totalement indépendant sur son territoire à 12 000 logements, ou on peut avoir un groupement à 12 000 logements, ce sont des critères très inférieurs à ce qu'on nous avait annoncé au début. Donc là aussi, c'est lié au travail parlementaire qui a été fort et au lobbying qui a été fort de la part du mouvement. Je partage pas tout à fait ce qu'a dit Yannick sur les sacs. Je pense qu'il fallait un modèle de regroupement qui puisse être compatible avec des gens qui n'ont pas de capital social. Et c'était le cas pour certains d'entre nous. Donc il fallait trouver un mode opératoire et que la SAC est un mode opératoire important et que malgré tout, l'objectif, je trouve, dans cette loi aussi, c'est quand même de dire que les têtes de groupe, ce qui n'a jamais existé jusqu'à présent, vont avoir aussi des obligations d'utilité sociale, vont être obligés aussi de contractualiser avec les pouvoirs publics, donc de contractualiser avec les territoires. Dernière chose, on a une règle qui permet de déroger aux 12 000 logements justement pour maintenir les organismes qui seraient les seuls à avoir leur siège social dans les départements. Donc de mon point de vue, le lien avec le territoire, il a été fortement porté notamment par la Fédération des offices, par l'ensemble des fédérations, par la FNAR. Et je crois que cette loi, elle traduit la mobilisation collective que nous avons eue l'année dernière pour montrer que tout n'est pas justement forcément la solution la plus grosse et qu'on a des solutions. Mais elle nous apporte aussi des nouveaux champs d'activité. Et je crois qu'aujourd'hui, sur un certain nombre de territoires, on a besoin d'intervenir sur ces champs d'activité. Sur cette loi Elan, est-ce que d'autres veulent réagir? On prend tout de suite une autre question. Bon, on va avoir le temps. Une autre question. Bonjour madame. Oui, bonjour, Sylvie Ruin. Donc, je représente le mouvement HLM en région Hauts-de-France. 568 000 logements sociaux, 63 bailleurs sociaux et 1 400 000 locataires sur l'ensemble de la région. Comme vous le savez, dans notre région, mais comme dans d'autres régions en France, les organismes HLM se sont beaucoup mobilisés dans une dynamique souvent d'interbailleurs à l'échelle des territoires et à l'échelle des intercommunalités en particulier, sur les questions des politiques d'attribution et des politiques de peuplement. Et on sent bien que le chemin est encore long. La question va se poser demain des coopérations interbailleurs qui sont à imaginer là aussi à l'échelle des territoires, à l'échelle des intercommunalités, mais cette fois sur un sujet qui est encore beaucoup plus stratégique, qui est celui des politiques d'investissement,
Je pense à la construction, je pense à la réhabilitation, mais aussi les politiques de désinvestissement, parfois sur certains territoires. Je pense à la démolition et à la vente. Dans un contexte où, plus que jamais, la question de la juste analyse des besoins en logements sociaux, et je pense aux besoins qualitatifs des logements sociaux, va se poser de façon cruciale. Et c'est le cas dans notre territoire des Hauts-de-France, qui est marqué par des territoires à la fois très tendus, mais malheureusement également très détendus. Alors j'aurais voulu savoir comment vous envisagez cet nouvel enjeu au niveau du mouvement HLM, tant en termes d'organisation du mouvement qu'en termes d'outils mis à disposition des bailleurs sociaux sur les territoires. Et je pense notamment aux perspectives d'évolution des outils que sont le plan stratégique de patrimoine ou encore la convention d'utilité sociale, qui aujourd'hui sont des outils pensés à l'échelle des organismes, mais non pas à l'échelle des territoires. Bien. Je vois que Denis Rambaud s'est précipité sur un micro. Allez-y, parlez sans haine et sans crainte. C'était pour dire que j'étais assez d'accord avec l'approche qu'a fait Valérie Fournier sur le fait qu'entre le premier projet de loi Élan et la version CMP conclusive, il y a eu du travail qui a été fait. On y a tous été pour quelque chose. Certains dans la discrétion, d'autres plus dans la partie expression publique forte. Je pense qu'on arrive maintenant à un enjeu, à un défi professionnel. Alors là, pour faire plaisir à Marie-Noëlle, aussi bien en Île-de-France qu'en Hauts-de-France que dans toutes les régions. Qu'est-ce que l'interbailleur réorganisé selon la loi Élan est en capacité d'apporter plus que chacun ne pouvait faire seul dans son coin et son territoire? Et c'est un vrai défi professionnel. On ne sait pas encore parce qu'il y aura des organismes qui vont fusionner, des organismes qui vont se coordonner. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel est le plus produit du travail en commun? Et ça, c'est une vraie interrogation. C'est un défi qu'il faut qu'on arrive à relever. Je pense qu'on peut y arriver parce qu'on est peut-être une grande famille HLM, et dans une grande famille, il y a des cousins, il y a des frères, il y a des pièces rapportées. On est tous porteurs d'histoires différentes, mais peut-être que la qualité du mouvement HLM, des organismes HLM, du tissu HLM, c'est dire il y a des petites boîtes très agiles, il y a des gros dinosaures qui ne sont pas moins agiles, mais voilà, on a toute cette richesse à partager et à faire ensemble. Et je pense que la loi Élan, elle arrive à un moment, d'abord, elle nous a pris beaucoup d'argent, donc ça veut dire que quand on a moins d'argent, il faut peut-être qu'on fasse gamberger un peu plus les neurones pour voir qu'est-ce qu'on est capable de produire à ce niveau-là. Il y en a beaucoup, moins d'argent. C'est évident que c'est pas un choix volontaire qu'on fait, mais c'est la loi qui a voulu ça. C'est qu'est-ce qu'on est en capacité de produire de nouveau, et l'organisation interprofessionnelle qu'on fera en territoire, et je laisse en territoire en général pour pas définir le niveau de territoire, qu'est-ce qu'on sera capable d'inventer? Ça, je crois que ce défi, il est devant nous et il faudra qu'on soit en capacité d'y répondre dans un contexte pas forcément facile. Merci pour cette réponse. Alain Cacheux. Oui, pour reprendre l'interrogation qui était celle de Mme Ruin, là, simplement, moi ce que je voudrais dire, c'est que à partir du moment où l'obligation nous était faite de nous regrouper, et comment j'allais dire, Yannick, il y a quelques instants, disait que rien ne garantit que la taille, qu'il y ait une taille efficiente, optimale, ça n'existe pas. Hein. Il y a des petits organismes remarquablement gérés, il y a des grands organismes dont on ne fait d'ailleurs jamais le coût exact. Hein. C'est très marrant, les coûts de structure d'un certain nombre de grosses structures. Ça mériterait d'être approfondi, à mon avis. Hein. Bon, et qui laisse tout un certain nombre d'euros de côté. Donc, voilà. Vous pensez à quelqu'un en particulier, enfin à une structure en particulier? Moi, je pense à des structures en particulier, des structures, pas uniquement une structure, mais chacun mettra les siens derrière mon affirmation. Simplement, moi, ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où nous avions cette obligation, nous, Fédération des offices, puisque Valérie le disait, nous n'avons pas de capital, nous, hein, donc il fallait bien trouver une solution. Nous avons plaidé pour des sociétés de coordination qui respectent le mieux l'autonomie des organismes eux-mêmes, à savoir effectivement un plan stratégique de patrimoine qui est le rassemblement des différents plans stratégiques, avec évidemment l'obligation d'un minimum de coordination, et même chose au niveau de la convention d'utilité sociale. Donc on a essayé de faire en sorte que ces regroupements imposés
hein, soient, comment j'allais dire, les plus respectueux possibles de ce qu'était l'autonomie, en espérant également que, mais je crois que ça commence à être un peu le cas, qu'ils aient une certaine cohérence territoriale au niveau des bassins de vie et donc des bassins d'habitat, quoi. Voilà ce qu'on a essayé de faire. Mais il est clair que par rapport à ces propositions, par rapport à la loi Elan, on ne peut pas l'analyser sans faire référence à la loi de finances. Non seulement celle qui nous a été imposée en 2018, celle qui nous sera imposée en 2019, et si j'ai bien compris les choses, qui aggrave la situation, puisque... Il y a une question sur ce thème d'ailleurs. La loi de finances 2019 gèlera-t-elle les loyers à venir? Alors ça, c'est une autre question. Ce n'est pas dans le projet de loi initial, mais le débat parlementaire peut y conduire, tenu compte de la modestie, de la revalorisation des aides à la personne, quoi. Voilà. Donc on verra bien. Hein. Mais je voudrais simplement... terminer par rapport à ce qui était évoqué, à savoir que je pense qu'il est complètement indispensable de relier la loi Elan avec les projets de loi, non seulement de 2019 qui, comment j'allais dire, aggrave les choses, hein, la RLS devrait produire près de 900 millions d'euros, me dit-on. Alors, parce que des paramètres ont été calculés sur 11/12e, s'appliquant au 1er février, et là, ça s'appliquera sur 12/12e. Moi, je dis 800 millions, c'est 800 millions. Hein, cette année, on est, à ma connaissance, à 843. Ben non, ça fait 5% de plus, c'est déjà de trop. Donc voilà. Hein, et sans parler de la marche très élevée qui nous attend pour 2020 et dont je crois me dire que certains commencent à comprendre enfin que la marche est sans doute un peu haute. Marie-Noëlle Lienemann. Je voudrais d'abord dire que sur la SAC, les sociétés d'action concertée, bon, à partir du moment où l'État et la puissance publique avaient souhaité le regroupement, imposé le regroupement, et qu'il faut bien dire une partie des parlementaires de tous bords considéraient que c'était nécessaire, même si moi je fais partie de celles qui ont plaidé, comme l'a dit Alain, il n'y a pas de correspondance évidente entre la taille et la qualité de gestion et la rentabilité et les capacités à faire. Mais indépendamment de ça, nous on a beaucoup plaidé pour qu'il y ait un statut coopératif de SAC. Donc il y a deux types de SAC. Pourquoi le statut coopératif? Parce que le principe des coopératives, c'est un homme, une voix. C'est-à-dire on est quand même dans un mécanisme où ce n'est pas le plus gros qui impose sa loi aux autres. Donc à partir de là, pour nous, c'était une forme de garantie d'autonomie. C'est-à-dire quand on est capable d'être pluriel, mais où chacun est respecté pour ce qu'il est, quelque part, ça oblige à être assez consensuel et pas être derrière l'autorité du plus fort qui impose parfois au plus faible, pas toujours, parce que le plus fort n'est pas toujours absurde, sa mécanique. Donc ça, j'insiste, parce que ça a été une bataille qu'on a eue et on a été, de ce point de vue, entendu par le gouvernement. Deuxièmement, c'est vrai que c'est bien qu'il y ait des regroupements locaux, mais l'affecto societatis, ça existe aussi. C'est-à-dire quand on partage des valeurs, quand on a le sentiment de pouvoir être solidaire, même si on n'est pas dans les mêmes territoires, je pense que la diversité des formes des SAC n'est pas inintéressante parce que je me méfie aussi des mono-acteurs dominants dans certains territoires. J'ai été maire d'une commune où il y avait un bailleur social qui faisait à lui tout seul, bien qu'il soit gros, avec lequel j'avais des relations. Et ça finit par faire, comment dire, une monoculture qui n'est pas porteuse de la diversité de ce que doit être l'habitat dans un territoire. Donc je pense que c'est bien qu'il y ait des regroupements territoriaux et des regroupements par affecto societatis, parce qu'on partage le même projet. La dernière chose que je voulais dire sur les loyers, alors je suis la plus mal placée pour le dire, puisque la Fédération des coopératives, même si elle a des bailleurs locatifs, n'est pas le cœur de cible du locatif du mouvement HLM. Toutefois, je crois qu'on peut dire qu'on est à peu près tous d'accord dans le mouvement pour dire que le gel des loyers pour nos organismes constituerait un handicap majeur. Et alors c'est là qu'on se retrouve devant une difficulté entre l'attente de nos locataires qui ne voient pas leurs revenus, leur pouvoir d'achat toujours s'améliorer et qui, eux, seraient plutôt en attente d'avoir des loyers mieux adaptés à leurs revenus, et le besoin de notre milieu qui a besoin de cette ressource pour pouvoir construire, rénover, etc. Et je pense, mais je ne veux pas être plus longue, que la question de la rénovation thermique, qui est à la fois l'enjeu COP21 et l'enjeu effet réel sur les quittances de charges, est plus la cible
que l'idée que c'est par le gel des loyers qu'on donnerait du pouvoir d'achat à nos concitoyens. En tout cas, je pense que le mouvement ne doit pas tomber dans le piège du gel des loyers qui le paralyserait durablement. Merci Marie-Noëlle Lienemann. C'est pas la peine de l'applaudir, elle a terminé. Je plaisante. On va continuer évidemment à prendre des questions. Il y a plein de questions qui arrivent par SMS. Jean-Louis Dumont, il y a des questions pour vous. Hein. Jean-Louis Dumont, nous faisons tous le même métier, dites-vous, soit, mais le projet, la vision, sont-ils partagés? Autre question qu'on pourrait rajouter, quelles mesures prenez-vous pour demain servir davantage les publics prioritaires? Et puis cette petite boutade, qu'est-ce que vous pensez finalement de la concordance de temps, le fait qu'il y ait le salon des entrepreneurs juste en face du congrès des HLM? Est-ce que c'est un signe, selon vous, de l'évolution que doit prendre le logement social? Vous voyez, il ne manque pas de mots. Nous sommes des entreprises, soit du locatif, soit de l'accession sociale à la propriété. Nous sommes des promoteurs de l'immobilier social et très social. Ça dérange quand on le dit. Non pas le mouvement HLM qui sait ce qu'il fait, mais ailleurs. Je voudrais dans un premier temps, je pensais intervenir tout à la fin, mais la première question qui a été posée, oui, il y a un décrochage. Et cela vient d'être démontré par les présidentes et présidents qui viennent déjà de s'exprimer. Un décrochage entre le territoire et ses élus, les territoires et les pouvoirs publics. Sachez quand même, mesdames et messieurs, que sur la loi de finances 2018, votée en 2017, il n'y avait pas d'étude d'impact. À quoi sert le mouvement HLM? C'est que toutes les fédérations font confiance à leurs cellules économiques dirigées par Dominique Orens. Et c'est lui, à partir des travaux qu'il avait initiés avec ses équipes, qui ont permis d'expliquer à Bercy ce qu'était l'étude d'impact. C'est ça la réalité, c'est ça la vérité, c'est ça ce que représente le mouvement HLM. Ce n'est pas un organisme seul dans son territoire, ce ne sont pas des fédérations avec leur culture, mais c'est une confrontation pratiquement hebdomadaire, j'ose pas dire quotidienne quand même, mais mensuelle, pour trouver les solutions, les améliorations, l'innovation, le dynamisme qui permet de répondre aux besoins de la nation. Sur le métier, attendez, ça fait 25 ans que j'ai vu un office là-bas, perdu, en Lorraine, embaucher une assistante sociale, parce que déjà il y avait les prémices d'une pauvreté à l'intérieur de notre parc, d'une population qui avait besoin d'être soutenue, qui avait besoin d'être accompagnée, et qu'à chaque fois qu'il y a eu dans ce pays, dans cette République, des crises ou une crise, le mouvement HLM a toujours répondu présent. Souvenons-nous de ce qui s'est passé avec l'immobilier il y a quelques années, c'était il y a 10 ans. S'il y a eu à cette époque-là une relance du bâtiment, une relance des opérations, c'est parce qu'il y avait eu un partenariat entre le privé et nous-mêmes, ou nous-mêmes et le privé. Donc, on voudrait bâtir un monde complètement séparé, différent. Enfin, nous sommes responsables. Et j'ajoute simplement que peut-être, Alain, tu n'as pas de capital dans tes offices, mais le capital des SA, le capital humain, mais le capital financier dans des sociétés anonymes, cela a aussi des contraintes. Il n'y a pas de dividende versé à je ne sais quel actionnaire. Et ça, c'est ce qui énerve Bercy. Alors, oui, il y a des questions qui sont excellentes, mais continuons le débat. Allez, continuons le débat. Madame, vous avez la parole. Soyez la bienvenue. Merci. Bonjour Madame, Messieurs les Présidents. Chantal Bousquière-Lévy, donc je suis salariée d'un OPH et membre du conseil social dans un collège salarié. Donc je souhaite vous interpeller sur l'avenir de l'emploi et des conditions de l'emploi
dans le secteur HLM, compte tenu des mesures budgétaires passées et à venir, mais pas que, puisque la loi Elan, avec les regroupements imposés, fonction de seuil définis récemment, se cumulent pour faire monter l'inquiétude des salariés. Merci. Alain Cacheux. Oui, l'inquiétude des salariés est légitime, c'est clair. À partir du moment où il y a cette obligation de regroupement, mais surtout une loi de finances qui réduit de manière drastique les moyens financiers dont on dispose à travers les loyers. Tous les conseils d'administration, les présidents et directeurs généraux serrent leur compte. Et bien entendu, ça vaut pour les investissements d'avenir, que ce soit la construction neuve ou la réhabilitation, en particulier énergétique, parce que c'est la plus coûteuse. Mais cela vaut parfois pour un certain nombre d'organismes sur les crédits d'entretien. Et évidemment, ça ne peut pas épargner complètement les frais de structure, donc en particulier les frais de personnel. C'est vrai qu'il y a une réelle inquiétude au niveau des salariés. Nous-mêmes, nous le constatons au niveau de la Fédération des offices, même si, bien entendu, il peut y avoir un dialogue social très intense et qui permette de passer des moments difficiles de la meilleure façon possible pour les salariés. Mais c'est une véritable inquiétude, il ne faut pas se raconter l'histoire. Yannick Borde. Oui, on a abordé cette question-là entre présidents pas plus tard que mercredi dernier. Tout à l'heure, Jean-Louis Dumont, quand vous l'avez interpellé sur le fait qu'il y ait le salon des entrepreneurs à côté, a répondu en disant mais nous sommes des entreprises. Bien évidemment, quel que soit le statut qui est le nôtre, nous sommes des entreprises. Par définition, une entreprise, même si peut-être que dans certaines branches d'activité, il y a moins l'habitude que dans d'autres, elle doit au fil du temps s'adapter, évoluer, innover et de temps en temps subir des événements un petit peu plus difficiles. Et on aura même une table ronde pour en parler jeudi matin. Et moi, je vous invite à vous rappeler dans quel état d'esprit était le réseau des SACI au congrès de Rennes en 2012, où je pense que dans la salle, à l'époque, pas grand monde était capable de voir ce qui allait se passer. Peut-être que beaucoup pensaient que ça pouvait disparaître. Et aujourd'hui, les 53 SACICAP sont là, ont évolué, se sont restructurés. C'est des moments qui sont un petit peu compliqués. C'est des moments où les présidents doivent peut-être faire preuve d'un peu plus de perspicacité et de persévérance dans un certain nombre de prises de position. Et c'est surtout un moment où l'ensemble des gouvernances des structures doivent aussi accepter une certaine remise en cause. Donc vraisemblablement qu'on est un espèce de tournant par rapport à ça. Demain matin, on aura une table ronde sur l'évolution du modèle économique, sur les loyers. Donc on voit bien que les questions sont posées. Les réponses, elles sont certainement pas évidentes et pas toutes faites. Et il va falloir que chacun, à la fois dans son coin et de façon collective, j'insiste sur cette deuxième partie, de façon collective, accepte de faire évoluer le modèle dans toutes ses formes, dans toutes ses composantes, dans son organisation, on l'a dit, avec les seuils et les coopérations ou les regroupements, on les appelle comme on veut, et vraisemblablement aussi dans l'organisation des organismes. Mais quand on parle, on voit des questions apparaître, j'ai du mal à suivre tout ce qui... Oui. Mais... Soyez pas focalisés parce que lire et en même temps répondre, c'est compliqué. Hein. Oui, mais non, tout à l'heure, quelqu'un évoquait, on l'a vu, les nouveaux métiers, mais voilà, des pistes de diversification. Ouais. Donc effectivement, il faut prendre en compte cette évolution, ce changement qui est sans doute un peu important, qui est provoqué, qu'on n'avait peut-être pas voulu et qu'on n'avait peut-être pas toujours complètement anticipé. Mais je ne veux pas nécessairement dire que les solutions qui ont été abordées dans notre réseau sont à dupliquer et à reprendre partout. Mais rappelez-vous dans quel état d'esprit nous étions, nous, il y a 6 ans, et comment on est à peu près aujourd'hui. Et je pense que ça va pouvoir donner aussi du moral pour rebondir dans cette période complexe. Merci. Allez, une autre question, monsieur. Oui, bonjour. Donc, je suis Eddy Jacquemart, le président de la Confédération nationale du logement. Un instant, s'il vous plaît. Je demanderai aux militants de la CNL de ne pas siffler pendant l'intervention de monsieur Jacquemart, parce que vous savez que dans ce colloque, tout le monde a droit à la parole. Donc, laissez monsieur Jacquemart poser sa question. Merci beaucoup. Dommage pour mon fan club. Hein. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Eddy Jacquemart, le président de la Confédération nationale du logement, la plus ancienne organisation de représentants des locataires dans ce pays, mais ô combien
la plus dynamique, évidemment, vous le savez. Depuis un an, donc, le secteur HLM et les locataires en première position subissent des attaques d'un gouvernement qui souhaite marchandiser à outrance le logement social, le logement public de notre pays. La CNL, parfois seule, parfois avec d'autres, y compris parfois avec des présidents qui sont assis sur cette tribune-là aujourd'hui devant nous, ont manifesté et ont porté la revendication très forte, mais aussi ont porté des propositions et une certaine forme de résistance contre cette stratégie logement qui a été annoncée par le gouvernement il y a plus d'un an. D'ailleurs, je fais au passage une petite remarque sur le journal de l'année. Ça aurait pu être bien qu'on voit dans le journal de l'année qui nous a été présenté ce matin toutes les manifestations que tout le mouvement HLM, y compris les locataires, ont portées cette année. J'en arrive à ma question. Mesdames et messieurs de l'USH, qu'allez-vous mettre en place avec ou sans les organisations de locataires pour conserver le modèle généraliste du logement social de notre pays, qui est d'ailleurs très envié par nos amis européens, et ceci après le passage de l'ouragan Elan, que vous avez accompagné et plébiscité en signant un accord avec l'État. Merci de votre réponse. Bon alors, Valérie Fournier peut-être. Bah voilà, hein. Fallait bien que ça vous tombe dessus. Oui. Surtout que moi j'en ai signé 2 des accords, donc c'était plus la que ça commence moi, par moi. Signé. Je crois que il y a 2 aspects dans la question. Et je pense que la question, on avait, encore une fois l'année dernière, on a commencé avec une vraie difficulté, une négociation qui avait été extrêmement difficile pendant l'été et qui nous a placés face à la loi de finances. Après, on peut dire, est-ce qu'on devait signer, est-ce qu'on ne devait pas signer? Il y a autant de bons arguments pour ou contre. Pour dire pourquoi nous avons signé, c'était déjà pour avoir 3 ans de temps pour les organismes pour faire face à cette règle et surtout pour garder la capacité de continuer à négocier la dernière étape qui pour moi est celle de l'année 2020. Je pense que nous avons encore un champ de négociation que nous portons collectivement pour essayer de négocier fortement une loi de finances 2020 qui ne se fasse pas tout à fait dans les conditions qui étaient celles de la loi de finances 2018. Et je pense que nous pouvons nous retrouver sur cet objectif-là. Après, je pense que ce que nous avons fait aussi en signant ces accords, c'est à la fois de nous permettre de continuer à être plus performants dans notre lobbying collectif vis-à-vis du gouvernement, de faire prendre conscience, et comme l'a dit tout à l'heure Jean-Louis, je pense, et Denis, je crois, je pense qu'aujourd'hui que nous avons du côté du gouvernement des gens qui commencent à se rendre compte que le choc pour le monde HLM est extrêmement important. Donc nous avons encore un débat à mener cette année et que nous avons commencé d'ailleurs la semaine dernière ensemble avec le Premier ministre pour alerter sur le fait que l'année 2020 ne doit pas se faire dans l'équation dans laquelle le gouvernement envisageait l'année 2018. Après, je crois que ce que nous avons fait là, c'est aussi pour défendre ce qui est le logement social à la française, comme vous l'avez dit. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons un système qui est un système pertinent en termes de cohésion sociale, pertinent en termes aussi d'action républicaine et de présence républicaine, et que ce modèle doit continuer à perdurer, même si le budget, même s'il y a moins d'argent en France, même s'il y a moins d'argent, et on pourrait dire qu'on en donne à d'autres et pas à nous, mais en tout cas, tout le débat que nous avons eu, à la fois vis-à-vis de la loi de finances 2018 et que nous avons depuis, c'est de montrer que le modèle du logement social, la mixité sociale dans les quartiers et autres sont un élément fondateur de la République en France. Et c'est sur ça qu'on se rejoindra, je pense, cette année. Marie-Noëlle Lienemann.
Oui, alors comme chacun sait, je suis totalement hostile à la loi Elan, et évidemment arc-boutée contre les mesures qui ont été prises concernant la loi de finances. Et donc au Parlement, au Sénat, on m'a entendu, comme d'ailleurs beaucoup de mes collègues parlementaires, on a essayé d'éviter que cette loi remette en cause des choses auxquelles on croyait et qui, dans certains cas, on a fait avancer un peu le curseur, dans d'autres, ce n'est pas le cas. Mais le mouvement HLM, une fois que la loi est votée, il doit prendre une stratégie. Soit on pense que la résistance se met hors champ de la mise en œuvre de la loi est une façon de nous permettre de mieux avancer, soit on considère que comme on est un mouvement professionnel, il faut veiller à ce que l'application de la loi ne cornérise pas notre mouvement, parce que croyez-moi, il y en a plein qui rêvent de pouvoir dire « ces mecs au HLM, c'est décidément des vieux croutons qui ne veulent pas bouger, c'est décidément des gens qui sont cabrés sur des positions et qui ne veulent pas évoluer, et puis par ailleurs qui seraient bien contents qu'on ne pèse plus du tout dans les décisions publiques. » Moi, je ne crois pas que ce soit souhaitable. Et la Fédération des coopératives HLM a signé non pas le premier accord, mais a signé l'accord qui est la mise en œuvre par le mouvement HLM des décisions de la nation qui s'appelle la loi Elan. Parce que si dans la mise en œuvre de la loi Elan, on ne reste pas, pour une large part, maître de nos décisions, et que ce ne soit pas les plus allants, les plus forts, les plus proches de ces orientations qui finissent par imposer une seule voie pour atteindre les objectifs, eh bien notre mouvement, 1, sera divisé, donc plus faible, 2, sera cornérisé au regard des pouvoirs publics, comme décidément il n'y a rien à attendre d'eux. Et donc moi, je resterai, à chaque fois qu'il faudra faire bouger le curseur dans un certain nombre, et notamment, ce qui doit nous fédérer, moi, quand j'entends Valérie le dire, et je sais qu'on se le dit souvent, Dieu sait qu'on n'est pas forcément d'accord sur l'ensemble des choix, disons, de grandes orientations, mais défendre le modèle républicain du logement social en France est vital. Alors, on peut toujours penser qu'on est au bord du gouffre, que ça y est, c'est cuit, il n'y a plus rien à défendre. Moi, je pense qu'encore aujourd'hui, il y a assez de ressources au sens d'énergie vitale dans le mouvement et dans la société française pour ne pas laisser ce mouvement se déliter. Donc, notre fédération a fait ce choix pour l'unité du mouvement, pour qu'il ne soit pas cornérisé, pour que chacun puisse continuer à défendre la vision qu'il a, mais surtout qu'on ne lâche pas sur le modèle républicain du logement social. Et je respecte les collègues qui, dans leur fédération, n'ont pas fait tout à fait le même choix, mais qui sont quand même décidés à ce qu'ensemble, on compte, on soit unis, on pèse et on prépare l'avenir. Denis Rambaud. Oui. Un mot pour compléter, pour vraiment montrer que l'USH est un mouvement divers. La FNAR, pour sa part, a refusé que l'USH signe le premier contrat, comme d'autres ont pu le faire. Mais à partir du moment où la loi était votée, c'était est-ce que la société civile, qui n'était pas forcément du côté de l'Élysée, quelque chose qui était considéré comme devant donner son point de vue, on se mettait hors jeu, ou on se disait on continue. Quand on regarde, alors on n'a peut-être pas abouti sur tout ce que vous voulez, mais quand on regarde le début de la loi Elan, quand on regarde la conférence du consensus et où on en est arrivé à la commission mixte paritaire conclusive, on se dit que le mouvement professionnel, on a servi à quelque chose dans nos relations avec les parlementaires, quelles que soient les chambres et sur les territoires. Soit on arrive à continuer, et c'est pour ça aussi que la FNAR a fait partie des fédérations qui ont signé le deuxième accord, soit on continue à dire que organiser dans nos diversités, mais d'accord sur le socle commun, on exige et on fait tout pour être dans les endroits où on discute, où on fait avancer les choses, on avance des projets, ce n'était pas évident de tout ce qui a été fait. Et surtout, qu'il y ait une évaluation. Je crois que le principal fait qui a fait que la FNAR a signé l'accord, c'est de dire on fait un état des lieux. Jean-Louis en a parlé tout à l'heure. On fait une évaluation et les services de l'USH sont là pour ça. Il faut accompagner, dire aux gens de Bercy, vous n'avez pas la science infuse. En territoire, il se passe des choses. Dans les organismes, il se passe des choses. Et il faut que la société civile organisée, et l'USH en fait partie, on continue à pouvoir être dans le film. Et c'était ça, la bagarre sur laquelle on se retrouve tous. On va reprendre une nouvelle question. Je vous livre quelques... À moins que l'un d'entre vous veuille rajouter quelque chose, Alain Cacheux. Je ne veux pas vous interdire de parler. Merci. Bon, applaudissements pour Alain Cacheux. Oui, ça serait compliqué. Non, mais simplement, puisque moi je n'ai rien signé. Voilà, donc chacun a exprimé son point de vue.
Chacun a exprimé son point de vue, je veux exprimer le mien. Je trouve que dans notre discussion, on mélange un peu la loi de finances et la loi Elan. Hein. Je rappelle quand même que le document, d'abord le premier document du mois de décembre, pour nous, il n'était pas question de signer ce qui signifiait une perte drastique de recettes des organismes. Hein. Et chacun voit bien dans la mise en œuvre, d'ailleurs, que les compensations ont beaucoup de mal à se mettre en place et de toute façon ne sont pas à la mesure de la ponction qui est réalisée, notamment sur le plan temporel. Hein, il y a un décalage immédiat entre des pertes de recettes immédiates et des contre-propositions qui ne donneront de résultats un peu significatifs qu'à moyen et long terme. Bon. Mais je rappelle quand même que le processus d'accompagnement, le protocole d'accompagnement que la Fédération des offices n'a pas signé, était relatif à la loi de finances et pas du tout à la loi Elan. Hein, et moi j'ai considéré très, très honnêtement que... Marie-Noëlle Lienemann n'est pas d'accord, mais enfin... Bah si, quand même. Je rappelle que ça date du mois d'avril, la loi Elan était en première discussion après le consensus. Enfin, donc j'ai considéré que nous n'avions pas, nous, Fédération des offices, en plus directement concernés, à, comment j'allais dire, signer un protocole d'accompagnement d'une mesure que par ailleurs nous réprouvions totalement. Donc voilà la cohérence qui était la nôtre sur la loi Elan. Nous avons participé très largement, que ce soit à la conférence du consensus, à travers les multiples contacts qu'on a pu avoir avec les parlementaires, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat, pour faire en sorte qu'elle soit la plus proche de ce qui nous paraissait être les préoccupations des offices publics de l'habitat. Allez, on va prendre une autre question. Je vous lis quelques-unes des questions pour que vous les intégriez. Et puis, il y a déjà des choses dont vous avez parlé, des choses dont vous allez nous parler. Comment voyez-vous la loi de finances pour 2019, quid de 2020? Comment faire face à 1,5 milliard de baisse d'APL? Autre question, pour contrecarrer la logique gouvernementale, les organismes de logement social devraient appliquer le loyer modéré. Qu'en pensez-vous? Compte tenu de la volonté de l'État de réduire le nombre d'organismes, la diversité des statuts a-t-elle encore un avenir? Et puis, encore celle-là, par exemple, la vente de logements est-elle une nécessité politique? Voilà, vous aurez la possibilité évidemment d'y répondre, mais je veux redonner la parole à la salle, puisque c'est un petit peu la promesse de cette séquence. Monsieur, vous avez le micro. Mesdames, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, bonjour. Michel Bancal, adjoint au maire de Versailles et président de l'office HLM Versailles Habitat. Alors à Versailles, la culture de logement social est ancienne puisque notre office a plus de 90 ans et qu'avec 19% de logements sociaux, on se bat pied à pied pour essayer de rapprocher les 25%. Et on se bat avec notre office comme fer de lance, bien entendu. Et l'office a pris donc de plein fouet les décisions du projet de loi de finances. Rapidement, donc, la TVA passée de 5,5 à 10. Alors, juste pour mémoire et faire un peu de provocation, je rappellerai que le même projet de loi de finances passait la TVA de 10 à 5,5 pour les parcs animaliers, chacun ses priorités. Et bien entendu, la RLS, qui est une taxe in fine de 4% des loyers, prévue à 8% d'ici 2 ans. Alors, face à ces deux mesures qui mettent en grande difficulté la plupart des bailleurs sociaux, eh ben, l'État nous répond avec, on va dire, 2 propositions phares pour essayer quand même de tenir debout. Et les deux, quelque part, handicapent fortement l'avenir, puisque l'une, c'est la renégociation de nos prêts. Alors c'est bien gentil, effectivement, ça donne un souffle pour aujourd'hui, mais c'est une vraie hypothèque pour l'avenir, puisqu'on ne fait que reporter pour les générations futures. Hein, c'est exactement, l'État nous demande de faire ce qu'il reproche à la sécurité sociale, aux caisses de retraite, à certaines collectivités locales d'avoir fait pendant des années. Et aujourd'hui, on nous dit, ben, faites ce qu'on reproche aux autres de faire. Donc ça, c'est la première mesure. Et la deuxième, c'est la fameuse vente HLM. Alors la vente HLM, au-delà du fait que... la théorie limite fake news, une vente permet de trouver les fonds propres pour en créer 3, et que bien entendu en zone tendue, ce qui est le cas là où nous sommes actifs, on peut vendre autant de logements sociaux qu'on veut, on ne trouvera pas un seul mètre carré de foncier disponible pour autant. Eh ben, ces logements sociaux que nous vendons, c'est des fonds propres de demain que nous n'engrangerons pas. Donc les 2 mesures, on va dire, principales qu'on nous demande sont 2 mesures qui hypothèquent l'avenir. Donc je reviens sur le thème du congrès, qui est « Demain les HLM ». Et donc, je vais faire un petit peu de provocation. Est-ce que demain, les HLM, c'est une nécessité politique? Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a eu un référendum il y a quelques jours. Et donc, je vais faire un petit peu de provocation. Est-ce que demain, les HLM, c'est une nécessité politique? Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a eu un référendum il y a quelques jours. Et donc, je vais faire un petit peu de provocation. Est-ce que demain, les HLM,
Les HLM seront les châteaux forts de demain, c'est-à-dire un patrimoine historique qui parlera du passé, ou est-ce qu'on peut espérer qu'on aura des mesures fortes qui nous permettront que ça sera un patrimoine vivant, répondant à une situation réellement d'actualité? Merci de vos réponses. Voilà, Stéphane Bern, futur président de l'USH. Qui est-ce qui répond? Personne. Bon, il a tout dit, impeccable. Eh bien, écoutez, on passe. Ça tombe très bien parce qu'il y a beaucoup de questions qui se pressent. Une autre question au pupitre. Ah, Monsieur Oliver. Monsieur Oliver, alors il faut aller. Alors, je vais vous dire un truc, Monsieur Oliver. Je vais vous dire un truc. Vous êtes en train de mettre le bazar dans notre organisation, et là, ça va être le bazar. Donc, on ne va pas procéder comme ça. Allez-y, monsieur. Je ne saurais couper la parole à monsieur Oliver, mais enfin. Je me présente, Jean-Yves Manot, président de la CLCV, Organisation de locataires. Permettez-moi d'abord de souligner le contraste de notre Assemblée par rapport à ce que nous avons vécu l'an dernier. Tout de même, nous étions tous mobilisés, directeurs, présidents, élus de droite, de gauche, Fédération du bâtiment, le MEDEF. On était même venus chercher les associations de locataires pour s'opposer et crier haut et fort sur les sales coups qui étaient donnés au logement social. Et nous avons même eu droit pendant 3 mois dans une manifestation dans toute la France, tout le monde uni. On a eu droit à une campagne des médias extrêmement importante, radio, télé, journaux. Tout ça pendant 3 mois, et puis, sans doute que le mouvement HLM s'est essoufflé, pour ne pas dire démoralisé, et il faudra nous expliquer comment de la révolution on est passé à la soumission du monde HLM. Car, quand même, qu'est-ce qui a changé? Rien. Rien n'a changé. On devait créer la RLS, supprimer l'aide à la pierre, tout ça, la RLS a été créée, 800 millions d'euros de moins dès cette année, 1,5 milliard dans 2 ans. Vous avez lâché la TVA, ça coûte 700 millions d'euros, et vous avez eu de quoi en recours? Rien. Alors je crois quand même que, et nous assistons aujourd'hui, et c'est un constat peut-être triste de la part des organisations de locataires, à une désunion de l'USH. Je le dis clairement dans votre expression. Aujourd'hui, on ne sent pas un front uni par rapport à la nouvelle situation, et je pense que le mouvement HLM en ressortira affaibli. Parce que, quand même, regardons les choses de près. On commence à nous dire, je pense qu'on va convaincre qu'à 1,5 milliard de prélèvements mensuels, on ne pourra pas survivre. C'est bien, mais à 800 millions d'euros, l'agonie sera plus longue, mais elle sera là aussi. Et je pense que le modèle économique du logement social ne pourra pas tenir à 850 millions d'euros de prélèvements par an, ajouter l'augmentation de la TVA. Et les premières victimes, c'est qui? Ce sont les locataires, parce que les seules variables d'ajustement budgétaire, c'est quoi? C'est l'entretien du patrimoine. Et ne me dites pas non. De la France entière nous reviennent des exemples extrêmement précis, avec des baisses dès cette année de 30% du post-entretien. Et nous savons ce que ça veut dire, le cercle infernal, moins d'entretien, des espaces verts, des parties communes, dégradation du mobilier, moins de tentations possibles pour les locataires, candidats locataires, à accepter de venir dans un logement qui n'aura pas été entretenu, donc création de ghettos, et en rue 3 et en rue 4, et le cercle, et nous le connaissons à l'avance. Eh bien, nous ne pouvons pas l'accepter. Comme nous ne pouvons pas accepter non plus de ne pas avoir de réaction sur la situation de l'aide à la pierre du budget 2019. C'est la première fois, même si l'an dernier c'était ridicule, 50 millions d'euros. Mais enfin, comment ne pas réagir par rapport à un État qui ne met plus 1 euro dans l'aide à la pierre sur une mission essentielle de l'État, sur le budget de la nation? Aujourd'hui, l'aide à la pierre est uniquement financée par le FNAF, par l'argent des locataires, parce que vos revenus, vous, messieurs, les directeurs des organismes, c'est l'argent des locataires. Eh bien, je trouve que ceci est inadmissible, il faut le dire. Et donc, demain, pour les HLM, nous avions participé à l'élaboration du document qui vous a été remis. Demain sera un autre jour sombre pour le logement social et les locataires. Franchement, je ne vois pas comment, aujourd'hui, nous sommes dans une perspective positive. Qu'on le veuille ou non, le modèle économique, ils veulent le casser.
Je pense qu'il faut continuer un mouvement de révolte, sans doute la négociation, mais arrêtez de me parler de la conférence de consensus. Vous avez gagné quoi à la conférence de consensus dans une démarche très sénatoriale, où tout le monde cause, etc. Mais on a gagné quoi sur le fond? Eh bien, rien. On avance par étapes successives et même, il semblerait que d'ici 6 mois, on mette à plat une nouvelle réforme des loyers, du calcul des loyers, une remise à plat générale. Qui est associé à cette démarche? Qui est associé au sein de l'USAF dans cette démarche de bouleversement total, y compris sur le calcul du monde des loyers? Eh bien, qui peut aussi remettre en cause la totalité des équilibres financiers. Alors, pour demain, le logement social, c'est quoi? Oui, et on l'a dit, le logement social doit être le logement généraliste. Car si on veut, comme certains voudraient nous pousser, me semble-t-il, avoir le logement social, le logement des gens les plus en difficulté, ce n'est plus du logement qui permettra la diversité sociologique, la mixité sociale, la création. Et honnêtement, nous avons besoin du logement social pour arriver à faire vivre au cœur des métropoles, au cœur des villes, les acteurs de la vie quotidienne. Oui, une infirmière a droit à un logement social. Oui, une vendeuse de supermarché a droit à un logement social. Oui, un professeur a un droit à un logement social. Et aussi les gens qui ont en difficulté ont un logement social. Mais ça, la mixité sociale, ça s'organise sur la durée et ce n'est pas répondre uniquement en aveugle à des attributions de logement sans numéro, sans nom, sans fonction, etc., au nom de, paraît-il, une égalité. Eh bien, ceci ne peut pas marcher. Nous créons aujourd'hui les ghettos de demain. Merci. Merci. Jean-Yves Manot, alors on vous disait que la parole était libre, hein, que vous en avez quand même la preuve. Jean-Louis Dumont, il faut que je me tourne vers vous quand même. Il y a des mots qui sont assez durs qui ont été prononcés par Jean-Yves Manot. Soumission du mouvement des logements sociaux, dislocation. Il y a quelques principes républicains. Quand une loi est votée, j'allais presque dire en principe, elle s'applique. Ou alors on est dans l'illégalité. Parfois, des lois bien votées ne s'appliquent pas parce que le pouvoir public, le gouvernement, n'entend pas l'appliquer. Mais c'est lui, le gouvernement, qui l'applique ou ne l'applique pas. Nous sommes contraints de l'appliquer. Ce sont les règles républicaines. Et comme j'ai indiqué précédemment pourquoi nous avions travaillé sur une étude d'impact, une loi votée surtout une loi de finances, mérite d'être suivie dans son application, doit être évaluée, doit être contrôlé, même si le contrôle de la loi, ce sont les parlementaires. Le mouvement HLM n'a pas voté la loi. Il a indiqué, déjà avec l'ensemble de ses partenaires, et Jean-Luc Manot a eu raison de le rappeler, une vaste mobilisation pour dire non. La majorité a choisi de voter. Nous avons simplement essayé de l'influencer. Et aujourd'hui, nous voulons contrôler. Il y a 10 jours, nous étions dans le bureau du Premier ministre pour justement ce rendez-vous qui avait été acté dans un accord au mois d'avril qu'on me reproche d'avoir signé. Exiger la transparence sur l'application d'une loi, c'est aussi un principe républicain. Aller demain à une revoyure pour mesurer combien Bercy triche avec la signature du Premier ministre et la signature de l'USH. C'est ça que vous devriez dénoncer. Alors, je sais bien, il y a des conditions locales, nationales, il y a un contexte qui nous amène peut-être les uns ou les autres à avoir des discours un peu différents. Mais moi, j'en appelle au Congrès. Vous avez une force d'expression dans la diversité de vos statuts. 2 associations de locataires viennent de s'exprimer et vous avez, avec nous, le devoir, dans la diversité, de défendre le modèle HLM, de le défendre pour qu'il évolue aussi positivement. Mais si on se contente simplement, dans cette salle, de s'opposer sur telle virgule ou autre, aujourd'hui, ce n'est pas 800 millions qui sont demandés, c'est 873 millions pour 2019. La question a été posée. Et peut-être que
au-delà de toutes les critiques qui sont formulées, la TVA rapportera peut-être plus. On saura au mois de décembre ou au mois de janvier. C'est ce que nous avons discuté, négocié avec le Premier ministre, pour lui dire « respectons tous ensemble la loi de finances, appliquons-la ». On en connaissait préalablement les conséquences funestes, négatives. On les avait dénoncées avant, on les constate aujourd'hui. Veut-on dans ce pays répondre aux 2 millions de demandeurs de logement? Si oui, qu'on nous laisse travailler. Et c'est notre devoir à tous de réussir cette mission, au-delà des contraintes qu'on nous inflige. Voilà. Donc Jean-Luc, enfin, on se connaît depuis tellement longtemps, j'ai envie de lui dire, il faut aller de l'avant. Tu as raison de le dénoncer, mais ça n'est pas ici que la loi se vote. La loi se vote au Parlement de la République. Et au Sénat. Oui, ben le Parlement, c'est l'Assemblée nationale. Et c'est pour ça qu'on va passer la parole à Marie-Noëlle Lienemann. Et où le Sénat veut s'exprimer. Voilà. Couper la parole au président du Mont, c'est pas simple non plus. Je demande... Je suis discipliné. Plus que moi, en tout cas. Ah, merci de le reconnaître. Enfin, je demande à tous les congressistes de bien prendre la mesure des choses. Parler de la soumission du mouvement HLM, moi, je trouve ça inacceptable. Parce que le mouvement HLM ne s'est soumis qu'à la loi de la République. Et c'est facile d'avoir le verbe haut dans certaines circonstances et d'être en race campagne quand il faut aller voter les lois dans la République. Le mouvement social pèse sur les lois. Il a échappé à personne que depuis quelques années, le mouvement social a beau être puissant, quels que soient les sujets, qu'il s'agisse des HLM, qu'il s'agisse d'autres sujets, même des mouvements sociaux puissants n'ont pas empêché le vote de certaines lois. Et moi, je n'attaquerai pas ceux qui s'y étaient opposés, qui avaient essayé de créer un mouvement social et qui n'ont pas gagné cette bataille. Parce que si c'est encore affaiblir ceux qui se sont battus et de faire porter sur eux la responsabilité de la non-victoire, ça veut dire qu'on les discrédite pour les suivantes de batailles à mener. Nous avons de nouvelles batailles à mener. On n'a pas gagné celle-ci, mais on n'a pas perdu la guerre. Et à partir de ce moment-là, la question qui est importante, c'est quelles sont les batailles à mener demain, ensemble. Parce que si on est éclaté, alors déjà qu'on a peu de chance au regard du mouvement social dans ce pays, mais alors ce sera encore pire si on est divisé. Je voudrais dire deux choses. La baisse des aides à la pierre, je suis bien placée pour dire que quels que soient les gouvernements, je m'y suis toujours opposée. Il n'y avait pas toujours autant de mobilisation de certains hier comme aujourd'hui. Deuxièmement, la TVA. La TVA, quand on était quelques-uns à demander qu'elle repasse à 5,5, avant, elle était de 10. Donc oui, moi j'assume d'avoir privilégié que quitte à se faire couper 1,5 milliard, il va mieux qu'il y en ait la moitié sur la TVA et l'autre moitié sur la RLS, parce que c'est plus réversible d'obtenir une baisse de la TVA que de réobtenir une dépense publique sur la RLS. Et la bataille à gagner maintenant, c'est qu'on ne passe pas au 1,5 milliard en RLS. Parce que ça met en cause le modèle, le cœur du modèle. Et qu'à partir de ce moment-là, cette bataille, elle est aujourd'hui qu'il faut la mener. Dans la loi de finances, dans le fait qu'on impose une revoyure pour 2020, qu'on prenne appui sur la chute de la production, parce qu'on a toujours aussi pensé qu'il y aurait un effet négatif à ces décisions iniques et dramatiques. Et on y est à la baisse de la production. Et que tout le monde va commencer à mettre des larmes de crocodile sur la relance du bâtiment. C'est maintenant qu'il faut aussi reprendre le flambeau. Et applaudissements pour Marie-Noëlle Lienemann. Pardon, Marie-Noëlle Lienemann. Il y a beaucoup de questions. Il faut qu'on avance. Alors, Bernard Oliver attend derrière son pupitre depuis maintenant un bon moment. Merci de votre patience. J'ai beaucoup de patience. J'ai attendu le Congrès pendant 20 ans. Un peu plus, un peu moins, la question, ce n'est pas grave, simplement. Je suis un peu surpris que personne ne parle de la sécurité. Nous sommes dans une région évidemment très touchée, comme d'autres, par les problèmes d'insécurité dans les grands ensembles. Pas toutes les familles, bien sûr, ont le même problème, mais beaucoup de familles souffrent. Ce que j'aimerais particulièrement, c'est qu'au niveau de l'État, au lieu de faire des lois en permanence qui se contredisent les unes aux autres, on pense à la sécurité. La sécurité, ce n'est pas uniquement en termes de policiers, c'est en termes évidemment d'insertion,
c'est également en termes de répression, quand il faut faire de la répression. Alors j'aimerais, moi, personnellement, ainsi que tous les amis du logement social de la région PACA, qui est touché, ils sont touchés. Ils ne mourront pas tous, certes, mais ils sont touchés dans des grands ensembles. Et certains de nos dirigeants, hier, sont allés se promener dans la ville de Marseille. Un de nos dirigeants a vu des cagoulés à l'entrée d'une cité, avec des grosses lunettes, en lui demandant qui il était, que faisait-il. Dans ces circonstances-là, c'est extrêmement difficile de rétablir la sécurité. C'est pour ça que j'aimerais qu'au niveau de l'USH, de tous les présidents, bien sûr qui sont des amis que nous soutenons, qu'il y ait des actions fortes au niveau de l'État. Ils n'en parlent pas. De Normandie, bien sûr, nous parlent toujours que d'argent. Moi, je parle de sécurité, d'insertion, de formation dans ces quartiers. Mais également, à la charge des collectivités, il faut du transport et il faut de l'emploi. Donc cela, c'est un message qu'il faut faire passer. Dans l'innovation que nous défendons aujourd'hui, il y a également l'innovation en matière de sécurité. Savoir ce que nous allons faire demain, car si nous ne prenons pas des mesures demain, beaucoup de gens ne voudront pas aller habiter dans les quartiers en difficulté. Alors, ce n'est pas un cri du cœur, ce n'est pas un appel que je formule, mais simplement, je demande à l'ensemble des congressistes de prendre conscience, et certains déjà, dans des quartiers d'autres régions, que ce soit les Hauts-de-France ou Paris, en ont pris conscience. Unissons-nous pour faire avancer ces difficultés, pour résoudre ces difficultés. Ce n'est pas un cri du cœur, c'est une volonté, mais un espoir dans le logement social, parce que rien n'est fini, tout recommence. Tout commence et nous devons vaincre l'insécurité par l'union de tous. Merci. Merci Bernard Oliver. Valérie Fournier, peut-être? Non? Marie-Noëlle Lienemann? Alors, je voudrais dire à Bernard, qu'il le sait d'ailleurs, a été mis en place dans notre union un groupe de travail, au-delà du groupe de travail quartier, qui parle plus généralement en renouvellement urbain, politique de la ville. Nous avons mis en place un groupe de travail sur les questions de sécurité et par ailleurs de laïcité, qui n'est pas tout à fait le même sujet, mais qui quand même doit nous préoccuper tous au regard de notre République. Et nous avons préparé avec le ministère de l'Intérieur une convention qui évidemment ne va pas résoudre tous les problèmes que tu indiques, Bernard, notamment en termes de moyens et de police et d'une vision globale de la lutte contre la délinquance, éviter que les gens basculent, etc. Néanmoins, on a quand même des sujets immédiats et rapides qui méritent des coordinations et des moyens renforcés. Donc dans cette convention, il est prévu d'abord des échanges, qu'il y a un représentant dans chaque organisme qui soit en lien avec, par ailleurs, un représentant dans chaque département des forces de police, de gendarmerie, pour pouvoir être sûr que quand il y a des loupés, des informations qui passent mal ou des coordinations qui sont nécessaires, elles puissent être organisées. Je ne vais pas te détailler l'ensemble de la convention, mais vous en aurez bientôt des éléments concrets. Il y a aussi la prévision de comment on aménage pour qu'on évite des lieux qui apportent des trafics parce qu'ils sont organisés de manière vulnérable pour ce genre de pratique. Bref, il y a un travail qui s'est engagé. On devait le signer avec le ministre Collomb. Je ne doute pas que son successeur sera sensible à la mobilisation pour la sécurité dans les cités HLM. Merci de cette réponse. Pas d'autres interventions concernant la sécurité à la tribune. Une autre question alors Valérie Fournier. Je voulais juste dire en réponse à Bernard, parce qu'il connaît bien les quartiers nord et leurs sujets, mais qui sont globalement les sujets de quartier. Je crois qu'il faut, c'est effectivement un sujet sur lequel on a peut-être pas toujours communiqué collectivement, alors que nous avons de plus en plus de responsables de sécurité, etc., et que progressivement, nous avons dû faire face à l'insécurité qui touche nos locataires et qui touche aussi nos personnels de proximité pour lesquels c'est de plus en plus difficile parfois d'être maintenus, alors que nous sommes avec l'école certainement le service public de proximité le plus permanent sur les quartiers. Et je crois qu'il y a deux... Et par ailleurs, c'est vrai aussi que pour tous ceux qui gèrent des quartiers, on se rend compte que les sujets de trafic ne sont plus juste localisés. Nous faisons face à des organisations aujourd'hui beaucoup plus internationales ou mondiales, avec des moyens et des organisations beaucoup plus fortes et qui savent très très bien d'ailleurs utiliser les défaillances de la loi pour les utiliser au mieux. Donc je crois qu'il faut à la fois qu'on collectivement, et c'est ce que Marie-Noëlle a fait au nom du mouvement, que nous continuions à agir sur ce sujet, que nous prenions des engagements, et tout simplement parce que
Elle l'a dit, M. Collomb devait signer avec nous, mais moi j'ai retenu une des phrases de son discours de départ, dans la multiplicité des 13 minutes de son discours de départ, qui était que nous allons passer du côte à côte au face à face. Et là, je crois que c'est aussi notre métier dans la gestion des quartiers. Il faut effectivement des moyens de police, il faut des moyens pour faire face, mais que les bailleurs, dans les projets urbains, ont depuis longtemps essayé de développer le bien vivre ensemble et autres, et que pour éviter le face-à-face, c'est justement là où nous devons continuer aussi à exercer nos métiers fortement. Le métier d'un bailleur, ce n'est pas que l'immobilier, c'est aussi participer, et c'est aussi pour ça qu'on a pris ensemble collectivement un engagement sur les classes de 3e, parce que c'est important d'investir aussi sur cette jeunesse des quartiers, et ça aussi c'est un engagement que doit prendre le mouvement. Merci Valérie Fournier. Une nouvelle question. Oui, bonjour, Romain Biessy pour la Confédération syndicale des familles. Messieurs les présidents, mesdames les présidentes, la CSF tenait à vous faire part de son sentiment. La période est caractéristique d'une très profonde régression. Je m'explique. En 2015 avait été créé le fonds de mutualisation par le mouvement HLM afin de soutenir la production et l'entretien. L'année dernière a été créé le fonds de mutualisation pour survivre à la politique d'austérité du gouvernement. On voit bien l'évolution manifeste où on s'éloigne de plus en plus de la solidarité nationale. Régression supplémentaire sur l'aide à la pierre. Cette année, on nous annonce cyniquement 0 €. Et puis, pour finir, en beauté, baisse historique de l'APL, puisque cette année, l'État fera une économie de 2 milliards. Cette situation, elle n'est pas récente. On la constate depuis des dizaines d'années où, loi de finances après loi de finances, le financement de la solidarité nationale était toujours un petit peu portion congrue. Et ceci a entraîné comme conséquence une production du parc social qui, pour trouver son équilibre, avait soit des surfaces réduites, soit des loyers plus chers. Alors ma question sera la suivante. Selon vous, à ce rythme, est-ce qu'il sera encore possible demain de pouvoir loger dignement des familles modestes en général et des familles monoparentales en particulier, parce qu'avec un seul salaire, on n'y arrive plus? Bien, alors on va vous répondre, monsieur, mais comme l'heure tourne et que je voudrais vraiment que le plus possible de personnes qui le souhaitent s'expriment, on va prendre également la question de monsieur, si vous voulez bien. Oui, merci. Patrice Roch, directeur général de Seine-Saint-Denis Habitat. Donc demain, les HLM, nous, on est un bailleur de 32 000 logements, 80% en QPV, exclusivement en Seine-Saint-Denis. On a mis 600 millions d'euros dans l'ANRU 1. On va remettre, avec le PSP, dans les 10 ans qui viennent, et l'ANRU 2, 900 millions d'euros d'investissement. La loi de finances, c'est 12 millions en moins. C'est la totalité de notre autofinancement. Et du coup, l'impasse budgétaire en 2027, c'était 135 millions d'euros. Les élus du territoire, Stéphane Troussel en tête, le président du conseil département et de Seine-Saint-Denis Habitat, nous a demandé de faire un gros travail de lobbying, ce qu'on a fait auprès de l'Élysée, Matignon, les ministères, pour éviter que finalement la financiarisation gagne et qu'on soit ruiné et obligé de vendre le patrimoine. Donc on a trouvé des solutions, parce qu'on peut trouver des solutions. On en a trouvé avec le département, avec des partenaires, Action Logement, la Banque des Territoires, pour résoudre cette impasse de 135 millions et réaliser le NPNRU. Je ne sais pas si ces solutions elles sont reproductibles. La loi Elan, elle propose aussi d'avoir des organisations territoriales différentes. Donc on a peut-être des modèles économiques différents dans les territoires, des organisations d'organismes différentes dans les territoires. Et donc ma question qui est très ouverte, c'est est-ce que demain les HLM, ce n'est pas plus que par le passé, des mosaïques de solutions de territoire adaptées aux réalités locales et en même temps des combats communs forts pour défendre le modèle à la fois de bouclier et cohésif du logement social, ce qui permettrait de répondre aux premiers échanges entre Marie-Noëlle Lienemann et Denis Rabault, entre les Girondins et les Jacobins. Merci. Merci de
de cette question. En plus, vous pose ces questions SMS, il y en a beaucoup, hein, et beaucoup concernant la loi Elan. Avec la loi Elan, les réservateurs financeront-ils au même niveau des logements dont ils ne maîtriseront plus la localisation? Ne pensez-vous pas que pour l'État, le logement, l'immobilier et la construction ne constituent plus aujourd'hui une priorité? La mixité sociale est-elle socio-spatiale? Attendez, parce que là, du coup, j'arrive plus à lire. Voilà, si. La mixité sociale est une priorité pour lutter contre la ségrégation socio-spatiale. La loi Elan apporte-t-elle les bonnes solutions? Voilà quelques-unes des questions qui nous sont arrivées par SMS. Denis Rambaud. À la question, est-ce que la loi Elan apporte des bonnes réponses? Mais personne, en tout cas dans le mouvement HLM, personne n'a souhaité que cette loi Elan soit faite. Bon, la première assemblée générale post-élection du président Macron que j'ai participé, c'est celle de la Fédération des COP. Il y a eu un éphémère ministre de Logement qui est venu, qui nous a fait une grande déclaration en disant, actuel président de l'Assemblée nationale, en disant le mouvement HLM, le monde du construction a besoin de stabilité, on ne va pas faire une nouvelle loi. Bon, on a vu ce qu'il en est devenu. Je pense que le débat, il n'est même pas entre Girondins ou pas. Et Jacobin, le débat, il est... La loi, elle a été votée, comme l'a dit Jean-Louis Dumont. C'est aussi un pays où il faut quand même que les lois s'appliquent. Et après, comment on peut être d'accord sur l'essentiel qui est le modèle républicain de solidarité? Le modèle HLM, c'est quand même le livret A, la caisse des dépôts, les emprunts sur 30 ou 40 ans. C'est ça le socle. Et là-dessus, pour l'essentiel, on est tous d'accord. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est que va devenir le tissu des organismes HLM dans 2 ans, dans 3 ans? Est-ce qu'on sera encore 800 organismes de logement social? Non, on n'y sera pas. Comment on peut arriver, et je pense que le collègue, le directeur de Seine-Saint-Denis a eu la bonne question, on va avoir des regroupements, soit de fusion, soit d'office, soit de SH, enfin, soit des SA mélangeant un peu tout le monde. Donc forcément, ça va augmenter la capacité à agir collectif, mais forcément, ça va être un peu éloigné de la réalité du terrain. C'est comment on est en capacité d'inventer sur des territoires qui sont peut-être pas ceux qu'on a l'habitude de dire, les intercos, les départements et les régions, mais sur la réalité du marché, du logement et de la réalité sociale de chaque territoire, comment on apporte la meilleure réponse à un coût de production qui est celui qu'on est capable de maîtriser et que la société vient me donner. Et ça, c'est un vrai défi. Moi, j'aurais envie de répondre dans demain les HLM, quelle est notre part d'imagination et de fabrication pratico-pratique qui, sur les éléments essentiels, nous permettent d'avancer, mais qu'on soit non plus, pas seulement, parce que moi, ce que j'ai mal vécu, et le congrès a eu lieu à Strasbourg dernière, c'était qu'on était en défense tout le temps. On était toujours en défense. Ça serait bien que demain les HLM, on soit en proposition, on soit en avance, et que les autres soient obligés de se positionner par rapport à un discours HLM, par rapport à notre discours à nous, et pas toujours en autodéfense. Une autre réaction à la tribune? Non. Alors, une question, monsieur, allez-y. Bonjour, Norbert Fanchon, groupe Gambetta. Alors, les HLM, c'est du locatif, mais c'est aussi de l'accession à la propriété. Et pour preuve, on réalise 12% de ce segment de marché. 8000 Français nous font confiance chaque année pour acheter, et notamment pour leur premier logement en accession à la propriété. Alors, je voulais, avant de poser mes 2 questions, et effectivement revenir sur ce qui apparaît sur Twitter sur le projet de loi de finances, vous remercier, messieurs et madame les présidentes, remercier le personnel de l'Union, parce que, pour moi, il n'y a pas grand-chose dans Elan, ça, c'est pas ma question, mais c'est surtout d'avoir pu permettre aux logements sous PSLA et dans les logements en loyer emphytéotique, en BRS, d'avoir pu inclure ces logements dans le quota de la loi SRU, dans l'article 55. Merci. Et je crois que je peux associer à ces remerciements la sénatrice Dominique Estrosi-Sassone, qui, avec l'énergie qu'on lui connaît, a porté cette novation. Et cette novation, elle est fondamentale pour nous, parce que c'est ce qui va nous permettre de convaincre les élus que le logement, il n'est pas fait que par les promoteurs privés. Jean-François Gabilla, ancien président de l'AFPI, qui est devant moi, ricane. Mais j'insiste. Alors, Elan est quasiment voté, on connaît déjà tout. Effectivement, il reste le projet de loi de finances 2019 et 2020. Comment, dans ce projet de loi de finances, on peut corriger les travers d'Elan qui poussent à la métropolisation et qui ne concernent pas l'ensemble du territoire français? Donc mes 2 questions sont, pensez-vous utile ou possible
de réintroduire l'APL accession. Pour moins de 300 millions d'euros par an, on aidait 35 000 ménages à se loger et notamment à quitter le locatif social ou privé pour aller vers l'accession. Et puis pensez-vous fondamentalement que le ministère dont nous dépendons, dénommé ministère de la cohésion des territoires, honorera son nom en rétablissant après 2019 le PTZ sur 93% du territoire en France? Merci. Yannick Borde. Alors un petit mot sur effectivement l'accession. Merci à Norbert Fonchon d'intervenir sur ce point-là. Ça fait partie des discussions de fin 2017 qu'on n'a pas réussi à obtenir, qui était le maintien de l'appel accession. Tout à l'heure, dans une intervention un peu musclée, quand on parlait de soumission, je pense que ce n'était pas du tout, ce qui nous a animé. Ce qui était en train de nous animer, c'était de convaincre ce gouvernement et le Parlement que les mesures qu'il prenait dans le PLF 2018 allaient sacrément chahuter et percuter le secteur du logement. Donc il y avait effectivement le volet RLS, mais tous mes collègues qui sont plus légitimes que le président du réseau que je suis, Procivis, pour parler du locatif, sont venus, et nous étions intervenus sur la question de l'appel accession. On avait, dès le début, alerté en disant suppression de l'appel accession et le coup de rabot sur le PTZ, notamment sur les zonages B2, B, C, c'était les mêmes qui allaient subir la double peine. Et que ces potentiels accédants à la propriété étaient pour en grande partie des gens qui étaient aujourd'hui logés dans le parc social. Et donc, on était dans cette notion du parcours résidentiel, dont je rappelle que j'avais dit l'année dernière à la tribune ici, à Strasbourg, que c'était quelque chose qu'on avait un peu oublié de mettre en avant ces derniers temps et qui mériterait quand même d'être retravaillé pour justement que toute cette chaîne du logement, toute cette cohérence qu'il y a dans la chaîne du logement soit bien compris par ceux qui nous gouvernent. Et on a aujourd'hui le regret de constater qu'on avait raison, c'est-à-dire que suppression de l'appel accession immédiate et rabot du PTZ sur un certain nombre de zonages, bah, les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. On est à quasiment moins 20%, on va de moins 25%, de moins 7% à moins 25%, suivant les régions, sur l'accession à la propriété en secteur diffus. L'accession via la promotion immobilière sur les grandes métropoles est aussi en souffrance. Moi, je suis de la région Pays de la Loire, sur la région ouest. Le marché de Nantes, qui est un marché qui était plutôt dynamique, voire très dynamique, a subi un coup d'arrêt d'une brutalité phénoménale sur le premier semestre de cette année. Il n'y a pas que ça. Il y a d'autres phénomènes propres au territoire de l'agglomération nantaise, mais bref, tout ça y contribue. Et aujourd'hui, on estime à peu près à 30 000 ménages qui étaient en capacité, suivant le modèle précédent, de sortir du parc social pour accéder à la propriété, qui aujourd'hui ne peuvent plus le faire. Donc notre travail aujourd'hui et notre mission de président de réseau, dans ce contexte-là, c'est d'aller redire en permanence et à nos deux ministres et à la représentation nationale qu'ils ont pris une mesure qui a sans doute été à l'époque mal paramétrée sur le plan budget, sur le plan de ses conséquences par ceux qui l'ont analysé. Nous, on l'avait analysé, on avait donné, on n'a pas été cru, ils avaient le droit de ne pas nous croire à la rigueur. En tout cas, aujourd'hui, ils doivent se rendre compte que ce qu'on avait prédit, hélas, se réalise. Et comme je l'espère qu'on a affaire à des gens qui sont aussi capables d'intégrer les conséquences de leurs décisions et si possible de les corriger. Je pense que notre mobilisation aujourd'hui à tout le mouvement HLM, mais pas que, je pense que ça va au-delà. Ça concerne aussi la Fédération du bâtiment, parce qu'on sait que de façon décalée, il y aura une conséquence très forte. Et la Fédération du bâtiment, d'ailleurs Jacques Chanu, entre autres, l'a souligné il y a quelques semaines. Tous les syndicats de promoteurs, de constructeurs de maisons individuelles aujourd'hui sont mobilisés sur ces questions-là. Il va falloir aujourd'hui que l'on porte ce message-là de façon très concrète et très précise. La question de l'APL, donc c'est comme l'a dit Norbert, à peu près 280-300 millions d'économies d'APL, mais un locataire qui quitte le parc social et qui rentre en accession, même s'il est éligible à l'accession, coûte moins cher en APL par mois. Donc il y a à leur démontrer, à les convaincre qu'il y a un parcours résidentiel qu'il faut réinstaurer et une dynamique qu'il faut réinstaurer sur ce volet-là. Sur le prêt à taux zéro, je suis personnellement un tout petit peu plus prudent parce qu'on a deux questions sur le prêt à taux zéro. On a la différenciation des territoires qui pose effectivement un débat par rapport
à ce qu'on a évoqué en début d'intervention sur les différents territoires. On a l'échéance qui commence à poser un problème. Aujourd'hui, il faut nous en donner de la perspective. Mais comme tous les dispositifs qui ont des échéances, c'est des sujets qui sont sensibles. Et puis moi, j'ai une petite crainte sur le prêt à taux zéro. C'est qu'on voit poindre là des petites tensions réelles quand même sur les taux d'intérêt. Et on peut faire confiance à Bercy pour être extrêmement attentif sur l'évolution du prêt à taux zéro en fonction d'éventuelles tensions sur les taux d'intérêt. Donc il va falloir travailler cette question-là. Je pense qu'il faut qu'on muscle un peu les argumentaires sur cette question-là avant d'aller complètement au feu sur ce point-là. Je finis très rapidement sur l'APL accession. On a oublié aussi l'année dernière quelque chose. On l'a redécouvert quelques semaines après avec notamment la Fondation Abbé Pierre et le réseau Solia. C'est que dans le parc privé, quand notamment je pense au volet de copropriété, vous régénérez des travaux de précarité énergétique, un certain nombre de choses qui permettent d'économiser, mais qui nécessitent aussi pour les propriétaires de remobiliser du financement éligible à l'APL accession. Et là, ce financement aujourd'hui, cette éligibilité à l'APL accession n'existe plus. Donc ces financements sont d'autant plus difficiles, voire impossibles à mettre en place et contrarient sérieusement les travaux dans ces ensembles-là. Merci. Marie-Noëlle Lienemann. Oui, alors, dans la Fédération des coopératives HLM, évidemment, on est très mobilisés sur ce sujet. Évidemment, l'idéal serait qu'on obtienne et l'APL et le fait que le prêt à taux zéro revienne au niveau où il était auparavant sur l'ensemble du territoire. J'ai une petite différence de priorité par rapport à ce que vient de dire Yannick. Si on prend l'accession que sociale, c'est-à-dire l'accession HLM, faite par nous, les organismes HLM, l'APL accession n'est pas le critère déterminant. Pour les publics aujourd'hui accédant par l'accession sociale, ce qui est déterminant, c'est le prêt à taux zéro. L'APL accession va beaucoup dans le libre, hein, hors l'accession sociale. L'APL accession, par ailleurs, j'ai tendance à penser qu'au regard du fait qu'on a déjà une bataille à mener sur l'ensemble de l'APL, il est beaucoup plus important qu'on ait le PTZ parce que c'est celui qui est déclencheur. Comme tu le dis, il y a aussi l'effet des prêts, de l'augmentation des prêts. C'est vrai que plus le temps va passer, si les taux d'intérêt remontent, le PTZ coûte plus cher à la puissance publique. Mais il est vrai aussi que si les taux d'intérêt remontent, le bénéficiaire de l'APL, il aura plus de mal à être accédant parce qu'il aura des prêts plus chers. Donc de toute façon, la hausse des taux est un élément politique qui méritera de requalifier l'ensemble des politiques du logement, qu'elles soient locatifs ou en accession. Pour l'heure, en tout cas de notre fédération, nous considérons prioritaire de garantir à tous les territoires d'avoir un accès à un prêt à taux zéro adapté au territoire. À minima, il faut qu'on obtienne que jusqu'en 2021, ce qui est valable pour les zones A et B1 devienne valable pour les zones B2 et C. Et là, on a un bon argument, c'est qu'il y a quand même une crise de l'égalité territoriale, de la cohésion des territoires dans le pays, qui est ressentie maintenant, je crois, très largement par l'ensemble des forces politiques et sociales du pays. Et cette histoire de PTZ contribue à garantir une cohésion des territoires. Moi, j'invite tous les congressistes à voir leurs députés, leurs sénateurs, pour leur expliquer dans les territoires où B2 et C, que ça va être une hémorragie d'emplois. On a déjà dans le bâtiment des entreprises qui font faillite dans ces territoires. Alors on nous dit qu'il y a des demandes d'embauche dans le bâtiment, mais pas partout. Et c'est justement les territoires qui sont déjà un peu en difficulté au regard de l'emploi. Donc moi je crois, en tout cas, les deux sont nécessaires, mais pour notre fédération, le PTZ garantit jusqu'en 2021 à minima, et par ailleurs, une amélioration de l'accompagnement du PSLA, parce que l'autre argument qu'on nous donne, c'est le mitage urbain. Oui, vous faites des petits pavillons paumés partout, etc. Ce que nous ne faisons pas dans nos coopératives, mais avec le PSLA, en général, on fait à minima du groupé. Donc, il faut impérativement défendre ce segment du parcours résidentiel et de l'emploi. Et on va défendre tout ça. On le retourne, je suis désolé, je vous presse un peu. On a peut-être encore le temps de prendre 2 interventions depuis la salle. Monsieur... Oui, merci. Bonjour. Non, alors je vais vous expliquer. D'abord, on ne vous entend pas. Et c'est le monsieur qui a le micro qui a gagné et qui a la parole.
J'ai gagné, donc je vais faire une petite instant. On vous écoute. Très social. Bonjour à tous. Gilles Pierre, Fédération des acteurs de la solidarité. Les associations du secteur de la lutte contre les exclusions sont unanimement engagées dans le logement d'abord, vous le savez. Et cette politique constitue une vraie réponse aux situations d'exclusion et affirme le droit au logement pour les personnes très en difficulté. Dans le même temps, bien sûr, nous sommes inquiets effectivement des restrictions budgétaires qui vous affectent, mais nous affectent aussi, et qui limitent la capacité de production de logements, et inquiets aussi pour la réforme des APL. Mais dans ce contexte, qui pourrait représenter un frein à la dynamique de logement d'abord, une question centrale réside pour nous dans les modes de coordination et de coopération entre vos organismes et notre secteur. Les SIAO, qui sont des services départementaux, des services intégrés d'accueil et d'orientation, orientent des publics directement vers le logement. Alors, une question, quelle gouvernance territoriale se met en œuvre? Quelle visibilité ont les services SIAO sur la disponibilité du parc? Et enfin, sur un autre plan, l'expérimentation 10 000 logements accompagnés, pilotée par Marie-Noëlle Lindemann, redémarre. C'est un effet levier important. Ça met en œuvre effectivement des choses extrêmement positives sur les territoires, et nous y sommes fortement engagés, et des moyens spécifiques sont dégagés. Pour autant, aujourd'hui, nous sommes devant un enjeu qui va bien au-delà pour notre réseau, puisque le logement d'abord, c'est une mise en œuvre politique nationale et ce n'est pas spécifique à un territoire. Ce qui veut dire qu'effectivement, cela nous amène à parler de l'accompagnement social et de son financement. Comment voyez-vous ce type de réponse sur les territoires dans la mesure où effectivement nous sommes aussi impactés par des restrictions budgétaires? Et Denis Rambaud va vous répondre dans un instant, mais on va prendre la deuxième intervention, si vous le voulez bien. Jean-Luc Vidon, je suis président... Et puis alors, on n'aurait pas répondu à la CFCF, on va le faire. Bon, j'interviens d'abord. Jean-Luc Vidon, président de l'Association des bailleurs d'Île-de-France, la ORIF, et directeur général d'une ESH, du groupe ICF Habitat. Ma question est en lien avec la précédente. En Île-de-France et ailleurs, d'ailleurs, la grande précarité augmente. Les plans hiver se succèdent, même l'été maintenant. L'urgence liée aux migrations s'installe et à l'évidence va croître dans les années futures. Les bidonvilles et les personnes à la rue font partie de notre paysage et malheureusement de notre quotidien. Alors je souhaite d'abord rendre hommage au secteur associatif qui est très mobilisé pour aider, pour accompagner, pour héberger. Je souhaite souligner les partenariats qui existent avec des bailleurs sociaux, l'association AFIL en Île-de-France qui regroupe des bailleurs, des associations avec le soutien d'Action Logement et puis des initiatives locales dans d'autres régions. Les questions que j'évoque, celles de l'urgence, sont à l'évidence devant nous. Pourtant, elles restent souvent traitées dans l'urgence, sans véritable anticipation, avec des réponses qui sont très en deçà des besoins. Il suffit d'entendre le SAMU social ou la Fédération des acteurs de la solidarité. Alors, le mouvement HLM est un acteur de la solidarité. Peut-il, tout en conservant son rôle généraliste, contribuer davantage à apporter des réponses? Par exemple, quelle sera notre place dans la politique du logement d'abord? Y a-t-il des formes nouvelles d'intervention à imaginer pour répondre à l'urgence, des partenariats à renforcer? Ceci sans le faire, bien sûr, au détriment des demandeurs de logement. Il ne s'agit pas d'opposer les uns et les autres. Notre mouvement doit, je pense, y travailler davantage, sans doute de façon différenciée sur les territoires. Alors, quel est votre regard sur cette situation et sur le rôle demain des HLM sur ces questions de société essentielles? Alors voilà, une question d'ailleurs qui fait écho à celle posée par la CSF. On vous accuse de ne pas y avoir répondu sur les missions du logement social, sur sera-t-il possible, je parle de mémoire, de loger les gens en situation de précarité, des femmes, des familles monoparentales, si on peut faire une réponse. Alors peut-être Denis Rambaud.
Et puis, évidemment, on va devoir conclure, et ce sera au président du monde conclure. La parole 2 secondes à Marinelle. Mais je pense que ce qu'a dit Jean-Luc Vidon de la ORIF, ça répond à la question qui a été posée par les acteurs de la solidarité. Ça veut dire que déjà, dans toute une série de territoires, nos associations régionales HLM se sont saisies de ce type de questions en disant on ne peut pas rester arc-bouté sur les HLM, c'est le logement généraliste, le logement généraliste, le logement généraliste, et on fait que ça. Bien sûr qu'on le fait. Et qu'un des défis, quand je parlais de gouvernance territoriale, c'est de dire il ne peut pas y avoir que le monde HLM, il faut qu'on arrive à mettre, j'allais dire dans la même salle, dans le même mouvement et dans la même réflexion, dans la même interdépendance, la totalité des acteurs. On est peut-être parfois un peu frileux parce qu'on a déjà beaucoup de sujets de discussion entre nous au niveau HLM, mais il faut qu'on puisse s'ouvrir à toutes les EPL qui ne font pas forcément que du logement social. Il faut qu'on puisse s'ouvrir au réseau associatif, il faut qu'on puisse s'ouvrir au MOI. Donc il y a toute une série d'acteurs où il faut qu'on ait une démarche collective. Ça se fait déjà et la réponse de Jean-Luc allait dans cette direction, faisait la démonstration que même en territoire très tendu comme l'Île-de-France, on était capable collectivement d'avancer. Moi, je voudrais dire que la question qui a été posée sur le niveau des loyers et la capacité, par nos amis de la CSF, et la capacité d'accueillir des familles qui sont de plus en plus des familles en décalage de revenus, sans même parler des plus en difficulté au sens de l'insertion nécessaire. Les logements accompagnés, on a de plus en plus de familles qui sont en décalage entre leurs revenus et le niveau de ce qu'ils doivent payer comme quittance de loyer. Et cette question, pourquoi on n'y a pas répondu? Parce qu'il faut être honnête, on n'a pas aujourd'hui de réponse. Les moyens que nous avons devant nous ne nous permettent pas de garantir que tel quel, sans rien modifier, sans rien penser, nous serons en situation d'adapter la quittance au niveau de revenus des Français, qui par ailleurs n'évolue pas toujours favorablement, notamment pour les catégories que nous défendons et que nous logeons. Même si on est un logement généraliste, généralement, il y a de plus en plus de gens en difficulté de pouvoir d'achat et de ressources. Donc cette question, c'est la grande question qui va être posée. D'ailleurs, je crois que demain, il y a une table ronde sur les loyers qui est prévue. Loyer et quittance. Moi, je crois beaucoup à l'effet quittance global. Mais c'est une des grandes interrogations du mouvement. C'est aussi une des choses sur lesquelles on doit interpeller les pouvoirs publics avec des propositions, une stratégie. Et ça doit être l'après-congrès, si je puis dire, en situation de faire maintenant des propositions travaillées, précises et efficaces sur ce sujet. Parce que le parcours résidentiel, la mixité, le fait que le logement social réponde à tous, aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui dépensent trop d'argent pour se loger et qui n'en peuvent plus. Donc ça, effectivement, ça fait partie de nos priorités. Merci Marie-Noëlle Lienemann. J'ai des excuses et des remerciements à vous faire. On arrive au terme de cette séquence. Les excuses, il y a toutes les questions qui restent et qui resteront encore en suspens, mais ce congrès ne fait que commencer. Il va durer 3 jours, on va avoir des tables rondes, on va pouvoir encore mouliner tout ça et continuer à réfléchir ensemble. Des remerciements maintenant pour la qualité de vos interventions et la bonne tenue de nos débats. Je vous demanderai d'applaudir vos présidents. Et puis Jean-Louis Dumont, de conclure cette séquence. En quelques mots, les présidentes et présidents des fédérations, comme votre serviteur, ont voulu une rencontre forte au sein du congrès HLM 2018 pour échanger à partir de vos questions et vous démontrer que tous ensemble, nous pouvions être plus forts. Il n'y a pas de soumission. Il y a de l'ambition dans le mouvement HLM. La dernière question est celle, on n'avait pas répondu. Il y a un peu plus d'1 an, le mouvement HLM, et j'avais porté ce message au pouvoir public, souhaitait simplement qu'au regard des propositions du gouvernement, on laisse le temps du travail et de la préparation. Et qu'en ce qui concerne les loyers, nous étions prêts à nous investir et nous avions même chiffré pour les 6 premiers mois de 2018 une expérimentation sur des loyers modérés pour les personnes, les ménages, les familles qui étaient en difficultés économiques. Nous avions aussi insisté sur le logement accompagné, sur la maîtrise d'ouvrages d'insertion
qui est en difficulté actuellement. Alors, le plan pauvreté, lutte contre la pauvreté du président de la République a repris un certain nombre de propositions issues des différents mouvements. Le logement a été à peine abordé, mais il est vrai que notre population à l'intérieur de notre patrimoine est en grande souffrance. Il est étonnant que l'on ne s'en préoccupe pas sur la sécurité. Bernard en a parlé, mais aussi sur toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui vivent dans des conditions déplorables parce qu'elles n'ont pas les moyens d'entrer dans notre patrimoine. Nous avons fait des propositions en votre nom. On nous a dit, c'est pas ça, c'est 1,5 milliard que nous voulons, enfin que Bercy veut. Voilà. Alors oui, nous avons des batailles à mener. Nous devons garder une capacité de résistance, une capacité d'analyse, d'interpellation. N'en doutez pas, la détermination est grande. Mais vous avez compris encore, plus encore, que c'est dans chaque organisme que se joue notre avenir. C'est dans chaque fédération, c'est avec l'union, avec l'ensemble du mouvement HLM que nous gagnerons une forme, non pas de reconnaissance, mais une forme de nouvelle mission qui prendra en compte les difficultés de l'État. Ce n'est pas le mouvement HLM qui a ruiné les finances publiques. Et nous savons aussi analyser les situations et nous dire que peut-être le mode de financement, j'en ai parlé ce matin dans mon propos liminaire à l'ouverture du Congrès, le financement du logement est effectivement à mettre en réflexion. Agissons. Menons-nous dans l'action. Mettons-nous en ordre de bataille dès demain, au lendemain du Congrès, et déjà le dernier jour, en dialoguant avec le ministre du Logement, qui ne manquera pas de venir, l'ancien ou un nouveau, d'ici quelques heures, qui ne manquera pas de venir pour conclure nos travaux. Nous devons nous mettre au travail. Mais que l'on comprenne bien que si aujourd'hui il y a 4,5 millions de logements HLM, s'il y a presque 12 millions de personnes logées dans ces logements, c'est parce qu'il y a eu un modèle économique et social performant. Les contraintes sont aujourd'hui différentes, nous savons en tenir compte, nous saurons nous mobiliser. Je souhaite simplement que l'ensemble des organismes HLM se disent que l'action sera payante si demain nous pouvons répondre à chaque demandeur de logement pour son parcours résidentiel et pour gagner la bataille de la solidarité. Merci d'avance d'y contribuer. Voilà, merci de votre attention. Fin de cette plénière. Je vous renvoie en atelier et à la visite des exposants et prochaine plénière demain matin